Et donc l'excellence de service, c'est aussi ça, c'est réussir à tous les points du parcours client à maintenir ce niveau de qualité de service. Et donc ça implique notamment des équipes très très engagées. Le vrai secret, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, avec les bonnes compétences et la bonne formation, et un plein engagement qui soit engagé vers la qualité de service, qui soit au service d'eux. Et ça, pour moi, dans ma bouche, en tout cas, c'est noble d'être au service de quelqu'un, d'offrir une prestation de service. Non, il vaut mieux peut-être faire si on reprend mes catégories d'hôtels, un bon 2 étoiles ou un bon 3 étoiles, qui sont souvent très 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 rentables, avec un service minimum, mais qui répond aux attentes du client. Il ne s'agit pas d'être un juge de paix, de dire le client a tort ou raison. Il s'agit de comprendre qu'un client qui vient avec une réclamation, c'est un client qui vient avec une frustration. Déjà, moi j'aime bien les clients qui viennent réclamer, parce que souvent ce sont des clients qui nous disent les choses et qui nous permettent de progresser. Si on est dans cette dynamique dont on parlait tout à l'heure d'amélioration continue, on aime ça. Salut les conciergeries, on se retrouve aujourd'hui dans cet épisode de Conciergerie de rêve avec, comme d'habitude, un invité de marque qui va nous rejoindre aujourd'hui. On a une chance incroyable aujourd'hui puisqu'on va recevoir Maxime Blot, qui est donc meilleur ouvrier de France 2023 dans la catégorie réceptionniste en hôtellerie. Il est aussi le créateur du podcast Hospitality Insiders. Bon, il va nous expliquer plus en détail justement ce que c'est. Alors Maxime, c'est surtout une référence en excellence client. Il va nous aider à comprendre justement comment les standards et l'excellence que pratiquent les hôteliers dans leur quotidien peuvent inspirer les conciergeries de location courte durée. Et aussi, pourquoi ces deux univers finalement fonctionnent pas toujours de la même manière. Il y a des différences. Et on va voir ça tout de suite avec Maxime. Maxime, bienvenue. Bonjour Henrik, bienvenue et bonjour à tous. Écoute, merci, je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui dans Conciergerie de rêve parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode, je ne vais pas dire particulier, mais qui va intéresser beaucoup notre audience parce qu'aujourd'hui, on fait un pont justement entre les conciergeries locatives et le monde de l'hôtellerie. C'est un pont que je voulais vraiment construire depuis un moment et recevoir une référence dans le domaine. Et vraiment, je suis content de te recevoir pour pouvoir justement partager nos expertises sur le sujet. On a plein de questions à te poser, comme tu t'en doutes, et on a 1h30 pour ça. Donc, merci à toi en tout cas pour le temps que tu vas nous accorder. Alors, je voudrais tout de suite finalement te donner la main. J'ai fait une petite présentation très rapide, mais je voudrais que tu nous expliques justement un petit peu plus ton parcours, comment tu es arrivé dans le monde de l'hôtellerie, de l'hospitalité, comment tu es arrivé là. Écoute, avec plaisir. Déjà, merci. Je suis presque intimidé d'être à ton micro parce que c'est vrai que d'habitude, c'est moi qui pose les questions. Tu as parlé de mon podcast tout à l'heure. Je crois que un peu par laïus tout à l'heure, j'ai dit bienvenue, tu vois, alors que c'est plutôt moi l'invité. C'est dire. Je m'en rends même plus compte. Donc, excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est surtout bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravi d'être là. Pour ma présentation, donc Maxime Blot, moi je suis hôtelier avant tout. Je continue de me présenter comme ça. En fait, j'ai fait tout mon parcours dans l'hôtellerie-restauration. Tu l'as dit, je suis devenu meilleur ouvrier de France dans la classe réceptionniste en hôtellerie. Mais avant ça, il y a une vingtaine d'années passées dans les métiers de l'hôtellerie. Commencé avant l'âge de 15 ans en école hôtelière à Grenoble. Donc, j'ai passé un bac, un BTS, une licence, un master. Tout ça en hôtellerie-restauration avec des spécialisations différentes, notamment sur le master en revenu management. Peut-être que tu en parles dans la partie conciergerie, mais c'est tout ce qui est optimisation de chiffre d'affaires. C'est vrai que maintenant, à la base, ça venait plutôt de l'aérien, puis du ferroviaire, puis de l'hôtellerie. Et maintenant, on le voit même arriver dans les conciergeries pour tout ce qui est tarification. Et après avoir fait tous ces nombreux diplômes, Bac plus 5 et 4 diplômes derrière, en fait, j'ai surtout appris que ce métier qui est l'hôtellerie-restauration, il se fait sur le terrain. Et donc, j'ai commencé mon vrai parcours professionnel. J'entends CDI, c'est-à-dire quitter l'école, en tant que réceptionniste. Et je vais passer une petite dizaine d'années après les études en 5 étoiles et palaces principalement, notamment à Paris. Alors, on va pas faire tous les noms, mais j'ai fait entre autres l'ouverture du Peninsula, qui est un peu aujourd'hui une référence à Paris en 2014, que j'ai ouvert en tant que réceptionniste et j'ai évolué petit à petit en tant que chef de brigade, puis directeur de nuit, puis manager en réception de jour, avant de partir dans un autre établissement où j'ai été débauché comme chef de réception. Et ça nous amène déjà en 2020. Et 2020, je te fais un petit rappel au cas où, comme si on l'avait oublié, mais la Covid est arrivée et l'établissement dans lequel j'étais en fait a fermé ses portes, ce qui
cela dit en passant, est quand même un petit peu quelque chose qui devrait jamais arriver. Hein. Quand tu es un hôtel, on ferme pas. C'est comme les hôpitaux, on a des portes ouvertes 24 sur 24. Et moi, j'ai ce souvenir très très fort d'avoir, tu vois, mis le cadenas sur la porte de mon hôtel et mon directeur qui me dit à cette époque, bon, on ferme pour quelques semaines, rassurez-vous, on va vite rouvrir. Ces quelques semaines ont duré 1 an et demi, puisqu'en fait, hôtel parisien, 80% de clientèle américaine, clientèle donc qui ne voyageait pas à cette période-ci. Et donc, moi, je me suis retrouvé, comme tout le monde, confiné. Alors, plutôt dans des bonnes conditions, j'ai eu de la chance, mais ce confinement, en fait, j'ai décidé de le mettre plutôt à l'épreuve de mon apprentissage, enfin de mon développement personnel, on va dire. Jusqu'à maintenant, depuis 15 ans, j'étais habitué à travailler 50-60 heures semaine. Là, d'un coup, je me retrouve avec aucune obligation, rien d'autre à faire. Impossible pour moi de rester à me tourner les pouces. Et je me dis, bah, ça va être l'occasion d'apprendre plein de choses que je n'ai pas le temps d'approfondir. Et donc je découvre énormément, d'autres voies et j'aime bien dire que je suis rentré en confinement hôtelier et j'en suis sorti entrepreneur. Puisqu'entre-temps, je me suis formé au marketing, au business, à l'entrepreneuriat, à différents sujets et dans une version que je te raccourcis volontairement, c'est la période où en fait j'ai créé Hospitality Insiders, qui aujourd'hui est mon entreprise dont, je vis à temps plein. Je suis, juste revenu quelques mois hôtelier à post-covid pour rouvrir l'hôtel dans lequel j'étais, mais depuis, j'ai vraiment développé à 100% ma boîte. Et Hospitality Insiders, en quelques mots, tu as parlé du podcast. En fait, le podcast, c'est qu'une petite partie de l'activité, on va dire, c'est la partie émergée de l'iceberg, avec un pôle média. Donc, je fais une création de contenu avec un épisode par semaine, soit en duo, soit en solo. Mais derrière, il y a aussi un pôle expertise qui est en fait vraiment le centre principal de mon activité, où j'accompagne des hôteliers et autres entreprises de services à des sujets d'excellence de service. Ça va passer par de l'audit, du conseil, de la formation, du coaching. J'anime aussi des conférences. Et j'ai un troisième bébé pôle, on peut le dire comme ça, puisqu'il date de 2025. C'est mon pôle académie. En fait, j'ai lancé l'Académie Hospitality Insiders, qui est une plateforme de formation en ligne en tout début d'année. Et là, j'adresse aussi des hôteliers et entreprises de services et je leur mets à disposition mon académie en ligne avec des formations en ligne et une communauté privée dans laquelle les apprenants vont pouvoir poser des questions, assister à des lives et se former. Et bien sûr, c'est moi qui suis derrière pour pouvoir voilà, répondre à tout ce petit monde. Donc, si tu me demandes, je te dirais toujours que je suis encore hôtelier parce que je vis et travaille dans des hôtels toutes les semaines. Néanmoins, maintenant, c'est vrai que mon activité principale, c'est plutôt l'entrepreneuriat et Hospitality Insiders. Ouais, tout à fait. Mais c'est le parcours. J'allais presque dire, c'est marrant. Tu as fait un virage qui est tout à fait cohérent, en fait. Hein. Je ne vais pas dire que ça ne nous surprend pas, mais en tout cas, c'est un super virage qui demande du risque aussi. Hein, voilà, qui Ouais, demande. bien sûr. Euh, et surtout, bah, voilà, c'est vrai que cette période de Covid, même pour nous en tant que conciergerie, a été bah, une sacrée période. Euh, comme moi je dis toujours hein, dans mon parcours, pour ceux qui nous découvrent, qui me découvriraient aussi, c'est vrai que je dis toujours que pendant la période Covid, j'étais à 2 doigts de fermer mon entreprise. En fait, j'avais un choix de me dire est-ce que je ferme ou est-ce que je reste ouvert. Mais si on reste ouvert, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi. Bien sûr. J'avais perdu 90-95% d'entreprises en termes de clients, donc il y avait une vraie Et, question. et moi, c'était plutôt le chemin inverse. Et j'ai eu beaucoup de chance et on peut critiquer tant qu'on veut l'État, la gestion de cette période-là. Néanmoins, moi, j'ai eu 1 an et demi de chômage partiel qui m'a permis, avec un salaire plus que décent, en fait, de subvenir à mes besoins, de prendre le temps de cette création, de me former. Et puis, quand je dis se former, c'est apprendre des compétences, mais c'est aussi changer l'état d'esprit. Toi, tu le sais très bien, mais quand tu deviens entrepreneur, il y a plein de choses à comprendre, tu réfléchis plus du tout de la même façon et ça fait partie du processus. Sans ce temps-là, j'aurais jamais pu créer mon entreprise et en plus de ça, à la fin de cette année de chômage, moi, j'ai pu encore bénéficier du vrai chômage pour le coup. Et sans ce temps-là, aujourd'hui, Hospitality Insiders n'existerait pas. Donc, je suis très, très reconnaissant de ce qui m'a été donné. Et c'est vraiment une opportunité assez dingue qu'on a en France, c'est que qui veut créer une entreprise peut le faire. Oui, oui, c'est clair. C'est clair, les structures autour de nous, même hors Covid, puisque du coup, revenons dans le monde un peu plus normal et plus actuel. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde en France qui nous permet d'entreprendre. Alors, à mon sens, on ne fait peut-être pas assez, mais en tout cas, on a une structure autour de nous, une sécurité qui nous permet d'entreprendre. Et oui, moi, je suis de ton avis là-dessus. On peut que bah, être ravi d'être en France, on peut être ravi d'être français dans ces conditions-là, c'est clair. Complètement. Peut-être pas assez d'ailleurs, parce que bah, l'actualité, parfois, voilà, Ouais, ouais. sur d'autres sujets, peut-être moins sympa. Mais en tout cas, en effet,
je te rejoins complètement, on a cette possibilité-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, qui ont monté des conciergeries, il y a de fortes chances que vous soyez vous-même passé par ce cap-là. Donc voilà, on est tous du coup en phase et habitués avec ce type de cheminement. Alors, du coup, j'allais te demander comment on devient meilleur ouvrier de France. Tu nous as un petit peu, tu nous as un petit peu masqué cette partie-là volontairement. Ouais. Alors, du coup, Alors, c'est vrai que je l'amène pas forcément naturellement, mais peut-être que j'ai pas encore intégré ce titre. Mais déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le titre un des meilleurs ouvriers de France, c'est le nom complet. Alors, traditionnellement, on dit MOF pour meilleur ouvrier de France, mais le titre complet, c'est un des meilleurs ouvriers de France, puisque on est un parmi d'autres. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est un examen. Donc, c'est un examen d'État qui est reconnu comme un diplôme de Bac+2 et qui a 100 ans. C'est-à-dire qu'on a fêté les 100 ans en 2024. Et en fait, ce MOF, il existe à travers différentes classes. Il y en a plus de 200. Donc, on connaît traditionnellement la cuisine, qui sont aujourd'hui les plus médiatisées, la sommellerie, la pâtisserie, mais ça peut être aussi bien l'ébénisterie, la maroquinerie, la coiffure. Et une classe comme réceptionniste en hôtellerie est très récente, puisqu'en fait, elle a été créée qu'en 2015, tu vois, donc ça fait à peine 10 ans. L'examen a lieu environ tous les 3 ans. Donc en fait, l'examen, un des meilleurs ouvriers de France dans la classe réceptionniste, a eu lieu en 2015, puis 2018, puis 2021, qui avec le Covid a eu lieu en 2023. Et pour les statistiques, on n'est que 2 à avoir le titre dans toute l'histoire du concours, puisque justement, il y en a eu une titrée en 2015, personne en 2018 et moi-même en 2023. Pour la raison que je t'expliquais, c'est cette nuance entre l'examen et le concours. Un examen, eh bien, il peut y avoir plusieurs gagnants ou pas. En 2018, personne n'avait le niveau, donc personne ne l'a eu. Là où un concours, tu as forcément un gagnant et des perdants. Donc en fait, selon les éditions, il peut y avoir plein de titrés ou pas. Typiquement la cuisine, c'est pour ça qu'ils sont aussi très connus. Il y a beaucoup, beaucoup de titrés chaque année, probablement parce que le niveau est très élevé et qu'encore une fois, c'est assez médiatisé et beaucoup veulent y aller. Donc, chaque année, il y en a plusieurs. Par contre, si personne se présente dans la classe, eh bien, il n'y aura pas d'édition ou si le niveau n'est pas suffisant, eh bien, il n'y aura pas titré. Donc, je suis très content parce qu'en 2023, j'étais le seul à mettre finalement le titre en avant. Alors, très content parce que je l'ai eu, triste d'être le seul. Et la bonne nouvelle, c'est que là, on vient d'ouvrir l'édition suivante. Donc, la finale aura lieu l'année prochaine, en 2026. Et j'espère voir de nombreux nouveaux titrés dans la classe réceptionniste en hôtellerie, parce que pour moi, derrière le titre, ce qui est important, c'est le message qu'on fait passer, et qui est notamment la transmission. Et le métier de réceptionniste, probablement d'ailleurs comme le métier de conciergerie, c'est des métiers qui sont sous-cotés, à mon avis, qui sont souvent mal compris et qui nécessitent énormément de compétences. C'est pour ça que toi comme moi, d'ailleurs, on a un podcast. Et donc, j'avais vraiment envie de mettre ça en avant, et aussi bien mon podcast que mon titre, je les utilise pour transmettre et, si possible, attirer à nos métiers des gens qui pourraient être passionnés. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est sur des métiers. Alors moi, c'est vrai que c'est un peu galvaudé, mais moi j'aime bien parler de métier passion Bien euh, sûr. dans ces cas-là. Et c'est le cas. Ce sont des métiers passion. C'est juste qu'il ne faut pas mettre derrière métier passion, ah oui, c'est un métier passion, donc on a le droit de te maltraiter et de te mal payer. Exactement. C'est un métier passion qui doit être respecté en tant que tel et qui demande un investissement hyper important pour ceux qui se lancent là-dedans, quoi. Et oui, le respect, tu parlais du fait d'être sous-coté. Euh, D'ailleurs, ça va parfois avec cette partie respect, justement. C'est ça qui fait que parfois, il y a un peu manquant. Après, c'est peut-être différent en fonction des pays, justement. C'est peut-être un point qu'on pourrait aborder. Mais voilà, en tout cas, pour parler de la France, c'est vrai que je suis d'accord, c'est complètement sous-coté. Ouais, absolument. Alors, une question que j'avais justement liée un petit peu à tout ça et pour commencer un peu à faire le lien avec les conciergeries locatives, qu'est-ce que c'est que pour toi finalement l'excellence de service au-delà alors c'est peut-être très caricatural et c'est même sûr que c'est caricaturé, au-delà du sourire qu'on peut donner à nos clients et entre guillemets ce 5 étoiles qui est affiché sur l'enseigne. Bien sûr. Ouais, ouais. Et tu as raison de parler du sourire, du regard, la posture, tous ces éléments-là, ils sont évidemment essentiels quand on veut aller chercher de l'excellence de service. Mais moi, c'est ce que j'appelle des fondamentaux. C'est un petit peu la base de la pyramide qui va faire que derrière, on va pouvoir rajouter d'autres briques. L'excellence, dans une version extrêmement simplifiée, l'excellence de service, moi, j'aime bien dire
que c'est une dynamique. Tu vois, c'est une sorte de mouvement. Ça, j'aime beaucoup ce côté mouvement parce qu'on comprend que c'est jamais figé. On n'atteint jamais réellement l'excellence de service, et si on l'atteint, c'est que brièvement, la difficulté, c'est la constance et de la maintenir. Donc, il y a une dynamique d'amélioration continue dans l'entreprise où on cherche sans arrêt à progresser, à atteindre, on va chercher la perfection sans jamais pouvoir la toucher parce qu'en fait, cette perfection, elle n'existe pas. Mais l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est qu'on va s'améliorer. Tu vois, c'est mieux qu'hier, moins bien que demain. On va rajouter de la granularité, des points de succès, de satisfaction supplémentaires au quotidien. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Énormément de choses, notamment la remise en question, le sens du détail. Tu vois, ne pas se satisfaire de la médiocrité. Pour moi, l'excellence de service, elle est à l'opposé de la médiocrité. On ne peut pas se satisfaire de ce qui est moyen quand on va aller chercher de l'excellence. Et donc, on peut imaginer que dans une entreprise, quelle qu'elle soit, eh bien, ça nécessite une énergie faramineuse à travers les femmes et les hommes qui vont notamment le mettre en place pour maintenir cette dynamique-là. Donc, je pense que c'est vraiment le mot-clé à retenir, hein, ce côté dynamique, mouvement et constance, aller chercher la constance de service. Dans une entreprise de service, je vais prendre l'exemple de l'hôtel parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Pour moi, la plus grande difficulté, c'est de maîtriser la constance de service. Si on imagine un parcours client, alors on va toujours se projeter dans un hôtel. Je ne vais même pas prendre l'avant-séjour, mais le client qui arrive dans notre établissement, admettons, il y a un bagagiste qui est à l'extérieur pour l'accueillir. Comment est-ce qu'il va être accueilli? Est-ce qu'il va y avoir ce sourire, ce bonjour? Est-ce qu'on va le reconnaître? Est-ce qu'on va l'appeler par son nom? Est-ce qu'on va prendre en charge ses bagages suffisamment rapidement? Oui, très bien. Mais est-ce que le réceptionniste qui, derrière, va s'occuper de nous, eh bien, il aura récupéré les informations données par le bagagiste? Tu vois, est-ce qu'on maintient ce niveau de constance? Ou est-ce qu'au contraire, on va complètement chuter? Puis ensuite, je vais monter dans ma chambre et je vais appeler le room service. Et là, peut-être erreur. Tu vois? Donc j'ai eu peut-être un très bon accueil, mais la suite était pas du tout au niveau et donc on est sur une inconstance et moi, humain, malheureusement, mon cerveau, va mémoriser beaucoup de négatif et j'aurai une expérience de séjour très inconstante et donc fondamentalement très négative. Et donc l'excellence de service, c'est aussi ça, c'est réussir à tous les points du parcours client à maintenir ce niveau de qualité de service et donc ça implique notamment, des équipes très, très engagées, très bien formées et qui ont, cette dynamique de groupe. Ouais, tout à fait. On va y revenir justement sur l'aspect équipe qu'on a aussi dans la partie conciergerie et qui présente aussi son lot de difficultés, un petit peu comme partout aussi. Mais oui, je suis d'accord sur ce que moi j'appelle en fait l'amélioration continue. Comme tu disais, hein, mieux qu'hier et moins bien que demain. Voilà, pour moi, c'est typiquement ça. Les conciergeries qui commencent à être un peu avancées ont déjà ça en tête. Moi, en général, les gens que j'accompagne qui veulent monter leur conciergerie, je les engage dès le début justement à tout de suite avoir des process qui font qu'on sera dans l'amélioration continue. Quels que soient les sujets qu'on va aborder, l'idée, c'est un process qui nous permet de s'améliorer de manière continue. Justement, comme tu disais, c'est le critère un peu numéro un pour l'excellence. Voilà, s'améliorer en continu. Et en effet, la partie constance, oui, d'avoir toujours la constance, le bon niveau de performance dans nos actions de manière continue, c'est vrai que ça, c'est un sujet. Parce qu'il est lié juste aux hommes et aux femmes avec qui on travaille, quoi, tout simplement. Et l'humain fait des erreurs, malheureusement. Et donc, justement, on va être là les process sont là pour aider, justement, à limiter ces erreurs. Et justement, tu dirais que c'est quoi un petit peu le secret? Allez, un petit secret d'hôtelier pour réussir à garder le cap et maintenir la performance toujours au bon niveau sur l'excellence client. Il y en a plein, mais il n'y a surtout pas de vrai secret. La recette derrière, c'est l'engagement des équipes. Tu le soulignais tout à l'heure, on fait un métier d'humain. Alors oui, on a des process et les process, ils sont essentiels. Ils permettent de maintenir les standards et un petit peu d'avoir une feuille de route. On a des outils, notamment des outils technologiques qui vont nous permettre de gagner du temps, d'automatiser pas mal de choses et de soulager l'administratif. Mais derrière, fondamentalement, c'est l'humain qui va faire la différence. Donc le vrai secret, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, avec les bonnes compétences et la bonne formation et un plein engagement qui soit engagé vers la qualité de service. Ça fait la vraie différence parce que, on est qualitatif dans ce qu'on produit et deux, on y met du cœur et ce qui en découle, c'est-à-dire de l'émotion, pour notre client, tu vois, qui part satisfait. Il aura peut-être pas compris les process derrière et ça l'intéresse pas. Par contre, il aura ressenti quelque chose de fort grâce à ces équipes-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Donc, tu dirais que c'est quoi? C'est le management finalement qui fait le.
Le management, c'est un élément essentiel, hein, c'est central, qui relie les hommes et les femmes. En fait, moi, je te parle d'équipe de manière générale, mais le management, c'est quoi? C'est les cordages qui vont animer et tenir ces hommes et ces femmes entre eux. Et dans management, j'appuie notamment sur le management terrain. Tu sais, chez nous, dans l'hôtellerie-restauration, on est très pyramidaux. Il y a beaucoup d'échelons. Et le manager terrain, c'est le fameux middle manager en anglais. C'est un manager qui, comme son nom l'indique, est beaucoup sur le terrain. Donc, il passe au moins 50% de son temps avec ses clients. Il est derrière ses équipes. Bien sûr, il va déléguer et accompagner les collaborateurs, mais il voit, il ressent ce qui se passe, contrairement à peut-être un CEO ou un directeur d'établissement qui est moins sur le terrain. Et encore que, même dans les hôtels, selon la taille, je connais beaucoup de directeurs d'hôtels qui passent la moitié de leur temps et plus parfois sur le terrain. Et là encore, il n'y a pas de recette, mais qui ne l'a pas compris passe à côté de quelque chose, c'est que dans un métier de service, tu peux avoir tous les outils que tu veux, tous les process que tu veux. La réalité, elle se vit sur le terrain. Il faut sentir, comprendre, être en écoute active constamment auprès de ses clients, mais auprès de ses équipes aussi, pour accompagner les unes à ce qu'elles puissent faire le meilleur service pour les autres, à savoir les clients. Ouais, ouais, c'est clair. Et là, je profite effectivement, je trouve vraiment un bon exemple, c'est que on vit ça dans les conciergeries. Hein. On a tendance parfois à s'appuyer sur beaucoup d'outils. Je l'ai dit tout à l'heure, le métier est récent, il est jeune, il est en construction. Il y a beaucoup d'outils qui se fabriquent autour du métier parce que ben, on est quand même, alors pour la grande majorité des conciergeries éducatives, des solopreneurs pour la plupart. Oui, Donc on s'appuie beaucoup sur les outils. Et après, évidemment, on a des équipes en prestation extérieure. Enfin, en tout cas, on est entouré. Mais c'est vrai que les outils sont hyper importants. Et parfois, on a tendance à penser que l'outil va, entre guillemets, tout faire. Alors, bien évidemment, sûr. c'est complètement faux, hein, évidemment. C'est un peu le fantasme, tu vois, de l'outil qui remplace l'humain. On le voit, enfin, on l'a vu avec internet, on l'a vu avec les logiciels progiciels, on le voit avec l'IA aujourd'hui. Moi, je suis très féru de tech, de techno. J'adore en implémenter dans mon système. Moi, je suis solopreneur aussi, ça me fait gagner beaucoup de temps. Pour autant, ça me fait gagner du temps à moi humain et ça va pas me remplacer. Et dans nos hôtels-restaurants, eh bien, cette techno aussi, elle va nous faire gagner du temps, elle va nous enlever beaucoup d'administratifs, elle va nous permettre d'avoir accès à de l'information synthétisée qu'on n'aura pas besoin de creuser nous-mêmes parce que des outils, des IA l'auront fait pour nous. Par contre, c'est pour laisser la noble place en fait à ces interactions humaines qui vont créer le relationnel, qui vont créer le souvenir, qui vont faire que nos clients reviennent chez nous, parce que j'imagine que chez toi comme chez moi, la problématique et en tout cas le levier de succès, c'est d'avoir des clients qui reviennent dans nos entreprises, puisqu'en fait, c'est ça qui marche. Pour moi, c'est le seul KPI qu'on devrait regarder, c'est si les clients reviennent, c'est qu'a priori, ils sont satisfaits. Ouais, intéressant. On va parler peut-être des indicateurs ensuite, dans la suite de l'interview. Je voudrais continuer un petit peu à avancer dans nos échanges avant de passer à la séquence suivante. Est-ce que toi, tu as suivi, alors peut-être, il y a peut-être des choses qui sont régulièrement suivies, mais est-ce que toi, tu as suivi un petit peu l'évolution du monde de la location courte durée? Alors évidemment, avec les conciergeries qui sont associées à ça, mais est-ce que du coup, tu as vu l'arrivée d'Airbnb, puisqu'ils sont arrivés en 2000, dans les années 2010, enfin, je veux dire Oui, 2012, c'est oui. ça. Et qu'est-ce que ça a changé selon toi dans le monde du tourisme de manière plus générale? Parce que du coup, ça dépasse le monde de la location courte durée. On est vraiment Bien dans sûr. le tourisme. Alors, j'ai jamais suivi l'arrivée des conciergeries privées comme tu en parles, parce que pour moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la conciergerie, c'est le métier de concierge dans les hôtels. J'ai toujours connu que ça. Un jour, j'ai découvert qu'il y avait des conciergeries Visa, American Express et autres. Puis, comme tu le dis, ça arrive plus tard dans le temps, des conciergeries privées pour gérer les locations courte durée. Donc, j'ai moins suivi ça. Par contre, ce que j'ai regardé avec à la loupe, c'est l'arrivée de géants comme Airbnb, donc sont venus démocratiser la location courte durée, le C2C, donc avoir un hôte qui accueille un autre hôte directement chez lui, et ce qui vient faire une concurrence directe à l'hôtellerie. Contrairement à beaucoup d'hôteliers qui s'en plaignent, moi je suis pas du tout contre Airbnb et autres acteurs, en fait, qui viennent dynamiser le marché, hein, finalement, ils viennent apporter autre chose. Et tu vois, même en tant qu'utilisateur, enfin voyageur, je peux aussi bien être utilisateur d'un hôtel pour un séjour courte durée, 1 ou 2 nuits, où j'ai besoin d'un peu de service. Par contre, je voyage avec mon vélo et ma famille pour aller faire une compétition de triathlon ou me balader quelque part. J'ai envie d'avoir ma kitchenette, d'avoir un garage où je vais pouvoir stocker mon vélo en sécurité, pas dans un hôtel. Donc, je dirais qu'il y a différentes offres qui répondent à différents marchés, différents clients. Donc, je le vois plutôt d'un bon œil. En revanche, ce
qui me dérange et ce qui dérange énormément d'hôteliers, c'est la régulation autour de ça. C'est que quand on a un acteur comme Airbnb, de la même manière que Uber face au taxi, on a envie qu'il soit régulé correctement. Ça a longtemps pas été le cas, ça commence à être un petit peu mieux. Ça reste toujours pénible, ça je pense, pour les hôteliers d'avoir en face des acteurs qui, fut un temps, ne payaient même pas de taxes d'habitation et qui fondamentalement, c'est le jeu du prix, arrivent à mettre des tarifs beaucoup, beaucoup moins chers et ont moins de contraintes que l'hôtellerie traditionnelle qui, elle, est très réglementée. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le jour où c'est arrivé, c'est un peu comme tout, quoi. Ça arrive un peu comme un cheveu dans la soupe, de manière clairement déloyale, parce que Airbnb a disrupté le marché. Comme tu le disais avec Uber, pour les taxis, c'est le même sujet. Alors évidemment, ça met un petit peu de temps à se réguler et à se contrôler. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où ça commence à être très régulé, voire certaines zones trop régulées, mais ça, c'est que mon avis. Mais en effet, je pense qu'il faut mettre sous contrôle ce type de dispositif plutôt dans une. Alors, je sors un petit peu de ce podcast, mais plutôt et encore que je ne sens pas tant que ça, mais dans ce que j'appelle un peu la régulation des territoires, en fait. Ce n'est pas spécialement réguler Airbnb, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est des territoires alors on dit toujours qu'ils se régénèrent, j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, que les touristes qui viennent sur un territoire, en fait, n'usent pas le territoire dans le mauvais sens du terme, quoi. Bien sûr. Mais donc là, il y a un travail du régulateur qui est, alors c'est pas non plus ma spécialité, mais c'est des sujets sur lesquels je m'intéresse énormément parce qu'en fait, ça concerne directement notre secteur qui est le tourisme, très largement. Et donc, c'est d'être capable de mesurer combien est-ce qu'on a de visiteurs sur une zone et peut-être de le réguler pour être sûr qu'on puisse profiter de cette zone pendant encore des générations. Est-ce qu'on a assez de logements déjà pour ceux qui y vivent et qui font vivre le lieu, que ce soit les saisonniers ou les habitants, avant même de parler des clients voyageurs. Et ensuite, ces voyageurs, d'avoir une offre suffisamment diversifiée, aussi bien par de la location courte durée type Airbnb que de l'hôtellerie plus traditionnelle ou de la résidence hôtelière, du camping, tous les types d'hôtellerie qui peuvent exister. Donc avoir en fait une diversité d'offres et que toutes ces offres existantes, elles soient régulées correctement, c'est-à-dire il y a un encadrement pour que finalement, il n'y en ait pas qui bénéficient d'un énorme trou dans la raquette et ce qui va créer une concurrence déloyale face aux autres acteurs. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Là, je suis en phase avec toi sur ce sujet-là. Alors, comme depuis tout à l'heure, on parle de conciergerie dans un hôtel et moi, je parle de conciergerie locative. Est-ce que déjà, on va essayer de faire un petit peu la différence. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est qu'une conciergerie dans un hôtel? Quoi ça sert? Oui, complètement. Je ne me risquerai pas à expliquer ce que c'est qu'une conciergerie privée parce que tu le fais mieux que moi et tes auditeurs ils sont plus sensibles que moi, mais je vais te parler de mon milieu. Donc une conciergerie et un concierge, traditionnellement dans un hôtel, on les retrouve à partir du 5 étoiles. Parfois dans le 4 étoiles, mais c'est vrai que pour des questions notamment de prix et de services attendus, c'est plutôt dans le 5. Une conciergerie, c'est quoi? J'aime bien les différencier, les mettre en face du réceptionniste, ça tombe bien, c'était mon métier, en disant que les deux, en fait, ils appartiennent au pôle hébergement accueil de l'hôtel, sauf que le réceptionniste, il va se concentrer sur tout ce qui concerne l'interne du séjour du client. Qu'est-ce que je mets là-dedans? La chambre, donc attribuer la bonne chambre au bon client, parfois faire la réservation, même si souvent il y a un département qui est attribué pour faire que de la réservation, accueillir le client dans l'hôtel, l'accompagner vers sa chambre, pourquoi pas vers le restaurant, s'assurer qu'il ait donc la chambre qui comble toutes ses préférences, avec la vue qu'il souhaitait, qu'on ait mis le lit bébé qui était attendu, la bouteille de champagne montée suffisamment fraîche pour la demande en mariage qui va être faite, etc., etc. Tout ça, c'est lié à la réception. Je fais une grande généralité parce que selon le niveau de standing, est-ce qu'on est sur du palace, est-ce qu'on a 200 employés ou 50 employés? Parfois, il y a d'autres métiers qui vont faire ça, des guest relations, parfois c'est le room service, etc. Mais restons assez simples. Et disons que la réception va donc s'occuper de tout ce qui est interne au séjour lié à l'hébergement, à l'accueil, là où la conciergerie va s'occuper de tout ce qui est externe à l'hôtel. Externe, c'est quoi? On a par exemple besoin de réserver un restaurant à l'extérieur de l'hôtel. Un transfert privé depuis la station de train jusqu'à notre établissement. Ou alors une visite de musée privé, un bus qui va emmener les voyageurs de point en point. Ça, c'est le travail du conciergerie dans un hôtel. Donc c'est un métier qui demande beaucoup de relationnel, aussi bien avec ses clients d'un côté,
mais aussi avec les partenaires, puisqu'on travaille avec l'extérieur. On a tout un panel en fait de fournisseurs, et c'est pour ça que les concierges, souvent, ils évoluent tout au long de leur carrière dans une seule et même ville. Parfois, ils changent d'établissement, mais ils vont rester dans une même ville. Tu peux imaginer que si tu es concierge à Paris, si demain on t'emmène à Monaco, oui, tu seras très compétent, mais tu n'auras pas le réseau que tu avais auparavant, puisqu'en fait, ça se tisse tout au long des années. Donc, les concierges sont vraiment des hommes et des femmes de connexion, de réseau, et qui vont amener un service supplémentaire aux clients. Et pourquoi est-ce qu'on les retrouve aussi dans le 5 étoiles? Peut-être dernier point, je parlais de prix, c'est que traditionnellement, la conciergerie d'hôtel n'est pas facturée. C'est-à-dire que, on va facturer au client le service, c'est-à-dire bien sûr s'il réserve un billet de train, ou un billet de musée, on va lui payer puisqu'en fait c'est une prestation externe. Parfois certains établissements, rajoutent une maigre commission, c'est pas toujours le cas, mais de base, aller demander un service à un concierge, c'est quelque chose qui est complètement gratuit et inclus dans le prix. Ce qui est admis dans l'hôtellerie traditionnelle, mais qui est pas forcément, intuitif dans d'autres secteurs où on pourrait attendre qu'en fait c'est un service supplémentaire, donc ça se paye. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a quelques hôtels qui se mettent à le faire, mais tous les clients ne sont pas encore sensibilisés à ça. Ouais, tout à fait. Merci en tout cas pour cet éclairage-là qui permet à tout le monde justement de comprendre ce que c'est qu'une conciergerie dans un hôtel. Je vais tout de suite faire justement un peu le parallèle avec mon métier qui, du coup, il y a plein de points communs avec la conciergerie d'hôtel. Tout simplement dans comme tu le disais, le lien avec les externes. Aujourd'hui, une conciergerie locative, elle va effectivement avoir tout un panel de fournisseurs, de partenaires qui vont justement proposer des services supplémentaires. Souvent, c'est quasiment tout le temps des upsells. Ça peut être compris dans le montant de la nuit, mais ce n'est pas toujours le cas. En général, les conciergeries le vendent comme un upsell, comme une vente additionnelle. Hein, je vais utiliser les deux mots. Les conciergeries aiment bien le vendre en vente additionnelle, tout simplement. Mais ça, c'est une question de modèle économique aussi. La conciergerie est commissionnée en fait sur le montant de la nuit. Et donc, pour augmenter son chiffre d'affaires, en fait, elle va faire des ventes additionnelles qu'elle va elle-même gérer et sur lesquelles elle récupère une plus grande partie du chiffre d'affaires. Et du coup, ça l'intéresse énormément de faire des ventes additionnelles. Et donc, on a effectivement ce lien avec tout un tas de partenaires, des chauffeurs, des restaurants, des profs de yoga, des cuisiniers, enfin voilà, on a vraiment tout un tas de partenaires avec qui on travaille. C'est très local aussi, ça c'est intéressant, très local aussi comme pour une conciergerie d'hôtel, parce que tes partenaires en général ils sont à côté, quoi. Il y a ce côté très local qui du coup je trouve très vertueux aussi. On parlait tout à l'heure justement de régénérer les territoires. Je pense qu'on est vraiment dans ce thème-là et je pense que c'est quelque chose qu'on fait bien dans ces deux mondes-là et je trouve que c'est quelque chose à maintenir. Et effectivement, par contre, nous, les conciergeries locatives, par contre, on va s'occuper effectivement de la partie réservation, marketing, parfois un peu de communication aussi, pour le propriétaire, parce qu'en fait, c'est vraiment une délégation clé en main, parce que le client est un peu différent. Mais, bien sûr. On va parler justement du client tout à l'heure. Notre client, c'est évidemment le voyageur, parce que c'est lui qui va réserver. Mais notre deuxième client à nous, c'est aussi le propriétaire, puisque lui, il a une attente nous concernant. Ouais. Et d'ailleurs, question que je te pose, mais tu dis deuxième, c'est-à-dire que pour toi, il y a un ordre, parce que pour moi, celui qui contracte avec toi, dans la façon dont je l'imagine, c'est plutôt le propriétaire, et il contracte un service de conciergerie pour ses clients, tu vois, une sorte de un peu B2B2C. Ouais. Alors, je l'ai dit deuxième, mais tu as raison, en fait, pour moi, il n'y a pas d'ordre. Les deux clients sont à mettre au même niveau. Alors, certaines conciergeries vont parler de l'un avant et de l'autre avant, ça va dépendre. Pour moi, les deux sont au même niveau. C'est deux clients qu'on doit satisfaire, sur lesquels on doit avoir avec des processus différents, avec une attente différente, mais on doit avoir une attention et une énergie bien sûr. qui doit être la même parce qu'on doit les satisfaire aussi. Donc ça, c'est un peu notre spécificité en tant que conciergerie locative, que vous n'avez pas nécessairement dans le monde hôtelier. Mais on voit bien les connexions. Hein, on voit bien les connexions. Tu parlais tout à l'heure du réceptionniste qui peut s'occuper des réservations. Nous, on le fait, nous, dans notre conciergerie, en fait. C'est déjà. C'est une seule et même personne qui a fait les deux. Après, voilà, je pense que fondamentalement, ce qui diffère, c'est aussi les flux. Hein. C'est que dans un hôtel, on n'accueille pas le même nombre de personnes que dans une conciergerie. Moi, j'ai accueilli jusqu'à 500, 1000 personnes par jour. Donc ce sont des volumes qui sont absolument énormes dans un établissement. Et donc, on a des équipes très complètes. Donc, on segmente et plus tu montes en catégorie, donc 3, 4, 5 étoiles palace, plus tu as des métiers extrêmement spécifiques. Dans un 4 étoiles, tu peux avoir un réceptionniste concierge qui fait aussi de la réservation. Donc, pour le client, que ce soit une réservation de chambre, que ce soit une réservation de restaurant, que ce soit l'accueil à l'hôtel, il va absolument
faire ce réceptionniste concierge. Plus tu montes en gamme, plus on a tendance à segmenter. Oui, c'est logique. C'est logique. En effet, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, hein, le métier de conciergerie, c'est un métier récent. Il y a des grosses conciergeries nationales qui existent. Mais du coup, on voit bien que la gestion, elle est tout le temps locale. On a beau faire tout ce qu'on veut, elle est tout le temps locale, quoi. Alors, du coup, justement, restons un petit peu sur ce parallèle, on va dire, entre hôtellerie et conciergerie locative. Alors, d'après toi, sur la relation client, je vais parler des voyageurs, là, uniquement. On a plein de choses en commun, on le voit déjà, juste quand on le dit. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a déjà en commun? Qu'est-ce qu'on peut faire qui serait tout à fait similaire entre un hôtelier et puis une conciergerie locative, justement, quand on va recevoir un voyageur? Alors, je pense que le point commun, et à mon avis, il faut le rappeler et même le rabâcher, c'est d'abord mettre le client au centre. C'est que toi comme moi, on fait des métiers, on est dans des secteurs où le client doit être au centre et c'est bien beau de le rappeler, tout le monde le dit haut et fort, mais c'est autre chose de le mettre en pratique. C'est-à-dire que c'est notre client qui doit être au cœur de notre processus, de notre, activité, pour s'assurer que, en fait, eux aient pleine satisfaction et encore une fois, je le disais tout à l'heure, qu'ils reviennent aussi. Donc, la satisfaction va amener la fidélisation et donc le ROI, le retour de nos clients. Ça, je pense que c'est un énorme, point commun. Le fait qu'aussi on ait des personnes, qui soient au service d'eux et ça pour moi, dans ma bouche en tout cas, c'est noble, d'être au service de quelqu'un, d'offrir une prestation de service avec, bien sûr cette subtilité. On fait du service, on n'est pas dans la servitude, c'est complètement différent et une problématique commune probablement de temps, de présence. Dans les hôtels-restaurants, on le voit énormément. Quand tu fais de la réception, de la conciergerie, en 5 étoiles, eh bien, un concierge ou un réceptionniste, il va être là, il doit être là 24 heures sur 24. Alors c'est pas la même personne qui travaille 24 heures sur 24, mais on doit avoir de la présence 24 heures sur 24. Hem, je pense que dans ton secteur, c'est peut-être pas le cas et tu me le diras, mais j'imagine qu'à un certain niveau de conciergerie, un client peut être en droit d'avoir des attentes, à 23 heures, de demander un service et d'avoir quelqu'un qui va lui répondre. Peut-être pas quelqu'un qui sera, je sais pas, situé sur le même fuseau horaire pour des questions de facilité, mais en tout cas d'avoir une personne au bout de la ligne et tout ça pour souligner que, pour moi, ça c'est vraiment le point commun, c'est, ce sens du service client, vraiment mettre ça au cœur de tout et après, faire son organisation, en fonction d'eux. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je partage complètement le fait de mettre le client au centre. Et tu as raison, on le dit beaucoup, on le rabâche, et c'est finalement pas souvent fait. En fait, quand on regarde, Mmh. j'en ai parlé dans un précédent épisode, justement de la relation avec les clients et les voyageurs qu'on doit avoir, comment on la rend excellente, justement. En effet, je pense qu'il y a plein de leviers. Pour nous, métier de conciergerie locative, qui sommes un métier jeune, je pense qu'on a beaucoup d'efforts encore à faire là-dessus. Pourtant, tu vois, on a un type de clientèle, notamment quand on va faire de la gestion de biens haut de gamme, voire luxe. Il y a une attente 24 heures sur 24 et parfois même, alors là pour le coup, c'est peut-être une légère différence, même sur certains biens, on va dire, ou certaines prestations plus standards, les voyageurs s'attendent de plus en plus Bien sûr. pas une présence, mais en tout cas, quelqu'un à contacter 24 sur 24. Ouais. Un certain nombre de concierges. Enfin, moi, si je te donne des exemples et on n'est pas pourtant pas dans du haut de gamme, mais même en tant que voyageur, si je prends Airbnb, si à 22 heures j'ai un problème avec le four qui fonctionne pas, eh bien, je vais envoyer un message sur Airbnb, j'attends que dans l'heure, j'ai une réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon ça va me gâcher ma soirée, j'avais prévu de cuisiner et ça fonctionne pas. Donc il y a cette problématique de, comme je te disais, constance et de temporalité. En fait, on est sur des temps de présence. Ce qui est un vrai challenge parce que ça veut dire qu'il faut avoir du personnel 24 heures sur 24 ou peut-être pas 24 heures sur 24, mais en tout cas sur une large amplitude horaire et qui ait les compétences. C'est bien chaud, bien beau d'être là, mais il faut aussi être compétent pour répondre, aux demandes du client et pouvoir lui apporter satisfaction. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'exemple typique que tu cites. C'est l'exemple typique parce qu'évidemment, le jour où on a un problème avec la plaque de cuisson, c'est le jour où on s'en sert, le moment où on s'en sert, Évidemment. et ça n'arrive pas à 15 heures de l'après-midi. Mmh. donc, donc voilà, c'est l'exemple typique où justement, il y a besoin de faire, alors, je ne sais pas si c'est du 24-24, mais en tout cas avec des plages horaires très très larges. Et au final, on arrive quand même assez régulièrement sur du 24-24. Mais je pense que c'est dû aussi, alors, tu me diras justement avec la comparaison avec les hôtels, c'est aussi dû à la complexité, si je peux dire ça, ou à la complétude de l'équipement qu'il y a dans un bien immobilier versus justement un hôtel où c'est un petit peu différent.
Effectivement, dans un bien immobilier, on va avoir je sais pas moi, un jacuzzi, on va avoir un sauna, on va avoir des plaques électriques, on va avoir tout un tas d'équipements. Et on a besoin de savoir comment ça fonctionne. Et en effet, si à 22 heures, on ne sait pas comment ça marche, bah là, pour le coup, c'est gênant pour le séjour. Qu'est-ce que tu en penses? Complètement. Ouais, complètement. Et moi, j'ai travaillé dans des hôtels. Alors, pour le coup, il y avait beaucoup de personnel. À 4 heures du matin, s'il y a un problème dans le jacuzzi du client, eh bien, le client attend à ce que ce soit réparé immédiatement. Évidemment, parce que si, et on parle de très haut de gamme, hein, mais je te laisse imaginer quand tu payes une chambre, c'est plutôt une suite avec un jacuzzi, tu la payes plusieurs milliers d'euros, ça tombe bien, à 4 heures du matin, tu veux te baigner dedans, eh bien, t'appelles, tu as besoin qu'on puisse apporter réparation tout de suite. Et là, dans ce cas précis, non, c'est pas ton réceptionniste, il y a un technicien qui est sur place. Voilà. Tous les établissements, j'en ai conscience, n'ont pas un panel de personnel aussi large que ce que moi j'ai pu avoir quand j'étais par exemple directeur de nuit en palace, mais en tout cas, d'apporter des éléments de réponse, des alternatives. Donc ça veut dire, on y revient, hein, du personnel qui est formé avec tout un panel d'outils. Et après, qu'est-ce qui va faire 24 heures sur 24, 20 heures sur 24? Alors, dans l'hôtellerie traditionnelle, c'est facile, c'est la législation. Déjà, il faut qu'il y ait du personnel. On est sur un ERP, donc un établissement qui reçoit du public. Il faut qu'on ait du personnel jour et nuit, ça c'est absolument obligatoire. Et dans un 5 étoiles, typiquement, on attend à ce qu'il y ait un service d'accueil qui soit ouvert 24 heures sur 24. Là où je pense qu'il n'y a pas le même niveau d'attente, mais pour moi, c'est le positionnement de la conciergerie et le prix client qui doivent définir ça. Un client qui paye, je ne sais pas, 10 000 euros sa semaine, on peut supposer qu'il aura des attentes différentes de quelqu'un qui paye 1 000 euros la semaine et probablement que la conciergerie à laquelle il a fait appel est positionnée différemment. Donc, en fonction de ça, eh bien, je pense que les réponses ne peuvent pas être tout à fait les mêmes. Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais, je suis complètement d'accord. Euh, Alors justement, tout à l'heure, on parlait justement, on parlait d'exemples un peu concrets. Tout à l'heure, je te demandais un tips qui serait transposable. Euh, on voit bien que l'hôtellerie inspire beaucoup de métiers par son excellence en fait. C'est vrai que tout ce qui est relation avec les clients, l'excellence de la relation avec les clients, du service, tout ça, c'est quand même des choses qui sont souvent, hein, tu me dis si je me trompe, qui viennent de l'hôtellerie, qui ont été transposées dans plein d'autres Ouais. métiers. Et donc, évidemment, la conciergerie, ça ne fait clairement pas exception. Les métiers sont tellement proches. Euh, Est-ce que tu verrais, toi, justement, peut-être un domaine, un thème sur lequel tu penses que ce serait transposable entre ce que fait un hôtel et ce que ferait une conciergerie locative? Alors, peut-être plutôt un thème, pas forcément un tips bien Ouais, précis. je pense que transposable, en tout cas, on peut s'en inspirer, comme tu le disais. Oui, il y a beaucoup de secteurs qui viennent chercher de l'inspiration dans l'hôtellerie. On le voit dans le retail, hein, même dans les boutiques. Beaucoup sur l'accueil, en fait, la posture d'accueil qui, traditionnellement, dans l'hôtellerie-restauration, bah, des choses bêtes, mais en fait, quand un hôte arrive, donc quand un invité arrive sur le lieu, eh bien, on devance et on va vers lui. On se lève si on est assis. Si on est au téléphone, on l'accueille par le regard en lui montrant qu'on va se libérer immédiatement. Le sourire, le regard, tous ces fondamentaux dont on parlait, qui, je trouve, souvent sont manquants parce qu'en fait, il n'y a pas cette culture de service. Et donc, plein de secteurs devraient s'inspirer de ça. Et d'ailleurs, même dans l'hôtellerie traditionnelle, c'est parfois manquant parce que personnel pas suffisamment formé, management pas assez présent ou plein d'autres raisons. On en a évoqué quelques-unes. Euh, donc, je pense que euh, cette posture d'accueil, on doit absolument s'en inspirer et aller la chercher. Elle est attendue dans tout type d'établissement et pour le coup, pas une question de luxe. Moi, dans n'importe quel lieu où je vais, où je suis accueilli, je m'attends à ce que la personne ne soit pas assise en train de discuter avec sa voisine, m'accueille, me montre que je suis le bienvenu chez lui ou elle, même si c'est pas forcément le propriétaire, mais chez il ou elle, dans le sens, c'est son lieu d'accueil, sa conciergerie, sa boutique, son hôtel. Et donc, je viens chez toi, je fais, on appelle ça le don et la dette hein, dans notre secteur. Je fais un petit peu le don de venir chez toi. Je te donne de mon temps, de mon argent. J'aurais pu aller le dépenser n'importe où. Tu me dois quelque chose et le minimum pour rembourser ta dette, c'est de m'accueillir correctement, de créer un relationnel fort et qui ensuite va faire qu'on va équilibrer la relation. Ouais, tout à fait. Alors, je suis désolé, j'anticipe un tout petit peu sur la suite parce que tu viens de parler de quelque chose qui est hyper important pour nous, les conciergeries locatives, parce qu'on a une contrainte d'abord géographique et de temps de trajet, si tu peux dire ça comme ça. À la différence d'un hôtel, toutes les chambres ne sont pas au même endroit. Nous, Oui, on peut avoir des biens qui sont géographiquement répartis, plus ou moins proches, hein, ça peut être même à 5 minutes l'un de l'autre, mais n'empêche qu'il y a un temps. Et du coup, la gestion de notre temps et de notre présence ou de nos équipes, c'est quelque chose d'hyper important.
Et la réalité, en tout cas de manière rationnelle, c'est qu'on ne peut pas être partout au même moment. Résultat, quand on accueille les voyageurs aujourd'hui, c'est un modèle qui est hyper répandu, il y a souvent les fameuses boîtes à clés, justement, pour tout ce qui est arrivée autonome. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, les arrivées autonomes? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble choquant en termes d'excellence de relations clients? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, justement, d'un accueil client comme ça? Non, je n'ai pas un avis tranché et fermé là-dessus. Je pense qu'encore une fois, ça dépend du positionnement. C'est sûr que si tu me fais payer 1 000 € la nuit et que tu m'accueilles avec une boîte à clés, je vais trouver ça un petit peu gênant. J'attends qu'il y ait plus que ça. J'ai réservé un magnifique chalet avec ma famille, avec du service. J'attends qu'il y ait un vrai accueil. Ou alors, je suis quelqu'un de très discret et j'ai voulu qu'il y ait pas d'accueil et auquel cas j'ai le choix. Mais tu vois, cette notion de choix, elle est importante. En revanche, si, la boîte à clés m'est imposée, je le comprends très bien. Quand je paye un tarif, en fait, très abordable, tu vois, moi, je l'ai fait plein de fois sur du Airbnb, j'arrive, je te donnais cet exemple en vélo, hein, je fais parfois du vélo itinérant. Je sais pas exactement à quelle heure je vais arriver, ça va dépendre de est-ce que j'ai crevé, est-ce que j'ai bien roulé ou pas. J'attends pas à ce qu'il y ait quelqu'un, de 16 h à 22 h pour m'accueillir. La boîte à clés fonctionne. Donc là encore, question de positionnement de l'image qu'on a envie de renvoyer. Par contre, ne me mets pas une boîte à clés et après d'aller te positionner en disant nous on fait du service sur mesure avec nos clients. C'est pas vrai. Et donc il faut assumer, on fait un service plus simple. Et moi je t'ai donné des exemples d'hôtellerie de luxe parce que c'est l'environnement dans lequel j'ai travaillé, mais il y a aussi de l'hôtellerie 2-3 étoiles, donc on va appeler l'hôtellerie plus économique, qui fonctionne très bien. Les clients qui viennent n'ont pas toutes les attentes des clients des palaces que je t'ai cités, et ça se passe pour autant magnifiquement, et on passe un très bon séjour client. Sauf que ces clients-là, ils ne payent pas les mêmes tarifs, ils n'ont donc pas les mêmes attentes, donc tout est là, c'est un ajustement de positionnement. Ouais, tout à fait. Il faut assumer son positionnement, je suis d'accord avec toi. Euh, ouais, la boîte à clés n'est pas une mauvaise chose tant que c'est en cohérence avec l'offre qui a été proposée au départ, Bien quoi. sûr. La promesse qu'on a donnée au départ, quoi. Bien sûr. Quand tu vas séjourner quelque part une seule nuit, que tu as reçu toutes tes instructions, par email ou par messagerie, privée ou un WhatsApp, un peu personnalisé, sympa, en disant: «Bah, voilà, pour plus de souplesse pour vous, il y a la boîte à clés. Si vous le souhaitez et que vous voulez rencontrer quelqu'un, il nous faut juste une quinzaine de minutes de délai ou 1 heure de délai, prévenez-nous à l'avance ou dites-nous à quelle heure vous arriverez, on fera un maximum pour être présent». Bon, tu vois, tu peux rajouter différentes, options en fonction de un, positionnement que tu vas aller chercher et deux, la possibilité que tu as aussi. On va pas aller inventer, deux, on va se déplacer si on n'est pas capable de le faire. Et j'entends bien que dans de la conciergerie, eh bien, on peut pas être à 12 endroits à la fois. Et j'imagine que, comme dans l'hôtellerie, les clients font souvent tous l'arrivée au même moment. Donc, il faut se démultiplier. Et nous, dans les hôtels, ça se traduit par des queues à la réception, donc des files d'attente. Toi, ça peut se traduire par différentes personnes réparties un petit peu partout sur un secteur. Ouais, c'est ça, effectivement, ouais. Exactement. Voilà, donc j'anticipais un tout petit peu, mais voilà, la question c'était tellement le moment de te la poser que voilà, je voulais avoir ton avis par rapport à ça, donc ok, c'est très clair. Peut-être justement si on parle un petit peu plus de tout ce qui va être justement maturité des deux business, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'hôtellerie c'est quand même un métier qui existe depuis longtemps. Ouais. Là où nous, les conciergeries, c'est quand même des métiers qui sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus récents. Donc il y a forcément une maturité qui est plus faible, qui est normale. Euh, quelle, euh, quelle différence justement cette maturité elle engendre d'après toi entre un hôtelier et on va dire la location courte durée au sens peut-être plus large? Quelle différence d'après toi il y aurait qui serait due à cette maturité en fait, un problème de maturité, quoi? C'est difficile de donner toutes les différences, sachant que je connais beaucoup moins la partie, conciergerie, mais je dirais que enfin, conciergerie privée, mais je dirais que ton secteur est bien plus agile que le mien. Là où, le mien est beaucoup plus résilient puisqu'en fait, il existe depuis, des dizaines, voire des centaines d'années. Le métier d'aubergiste, hein, il existe depuis très, très longtemps. Donc on l'a toujours fait, on sait le faire, on a passé, des dizaines de crises et la covid a été encore un très bon exemple. Par contre, l'hôtellerie traditionnelle, n'est pas du tout la meilleure pour, on n'est pas une petite barque, quoi. J'aime bien dire qu'on est un très gros paquebot, donc on est un peu long à naviguer, on est long à changer de cap. Les technologies, c'est un très bon exemple. On a été et on continue d'être long à les implémenter. J'ai encore des hôtels, hein, moi qui travaille à l'âge de pierre, c'est difficile de leur mettre, un logiciel et de connecter ces mêmes logiciels entre eux. Donc ça, c'est une vraie faiblesse que j'imagine dans ton secteur
n'existe pas, et puis est beaucoup moins le cas, puisqu'en fait, il a fallu amener beaucoup de techno aussi, parce que vous avez peu de personnel. On a des pratiques qui sont un petit peu à l'ancienne, des process et un organigramme qui sont parfois un petit peu lourds. Donc tout ça nécessite non pas une révolution, mais en tout cas une évolution constante pour moderniser la façon dont on pratique l'hôtellerie traditionnelle. Et donc je pense que voilà, les évolutions, et les différences, elles viennent de là, et probablement d'ailleurs que nos deux secteurs devraient s'inspirer l'un de l'autre. Tu vois, l'un sur la partie plus technologie, agilité, l'autre beaucoup plus sur le côté résilience et maîtrise d'un service bien fait de A à Z. Oui, tout à fait. C'est clair que je pense, je suis d'accord avec toi, je pense que les deux secteurs ont vocation à s'alimenter l'un et l'autre de leurs bonnes pratiques, tout simplement. Ouais. Et ce podcast, justement, est aussi une occasion, justement, de partager sur nos pratiques. Oui, c'est clair qu'une conciergerie, aujourd'hui, locative, elle est, comme je disais tout à l'heure, elle est plus jeune, elle est en construction, en fait. Donc, c'est le moment d'aller implémenter de nouveaux outils, des nouvelles technologies, et ça s'implémente très facilement parce que les gens qui sont à la tête de ça sont déjà entre guillemets, très ouverts à ça. Il n'y a pas de formatage qui a été fait avant. Donc, du coup, c'est plus facile. Et en même temps, l'équipe est plus petite, donc forcément, c'est aussi plus simple. Et évidemment, sur des grosses équipes, des grosses structures, c'est normal que ce soit plus compliqué. Après, est-ce que justement la partie réglementaire, justement, est-ce qu'elle n'est pas un frein justement pour les hôteliers traditionnels? Bien sûr, et elle est un frein, et elle est clairement un inconvénient vis-à-vis des nouveaux entrants. On a une législation extrêmement lourde dans l'hôtellerie, et je te parlais ne serait-ce que de la présence. En fait, est-ce que c'est normal qu'un établissement comme un hôtel doive avoir de la présence 24 heures sur 24? Ce sont des coûts, c'est-à-dire qu'il faut du personnel formé jour et nuit, être capable de gérer un départ d'incendie, mais aussi une demande client, là où j'ai une location courte durée, eh bien, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un la nuit. Évidemment, il n'y a pas de législation qui met une contrainte de ce point de vue-là. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, depuis que la législation existe, l'hôtellerie existe aussi, et ce qui n'est pas le cas de la location courte durée. Donc moi, j'ai bon espoir que ça continue de s'améliorer. Oui, tant qu'il n'y aura pas le législateur, je te le disais tout à l'heure, qui interviendra, on n'arrivera pas à complètement mettre tout le monde sur le pied d'égalité. Pour autant, il faut que ça continue d'exister, et qu'on continue aussi de pousser dans un sens comme dans l'autre. Le fait d'équilibrer un petit peu ces règles pour que le gagnant, c'est à la fois l'hôtelier ou le propriétaire, mais aussi surtout derrière le client qui subit moins de contraintes, moins de process. Chez nous, en hôtellerie, un accueil client, ça peut être quand même très très lourd. Je te demande ton passeport, de remplir ce qu'on appelle une fiche de police si tu es un client étranger, que je vais devoir conserver dans mes archives. Je vais faire une préautorisation sur ta carte, etc., etc. Pour peu que je n'ai pas les bons outils derrière connectés, tout ça va se faire au desk, donc à l'arrivée en réception. On perd du temps, et c'est beaucoup, beaucoup de friction pour notre client. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, pour te rassurer quand même, on respecte quand même aussi une partie de cette réglementation. Hein. Les fiches police, on le fait, les préautorisations, on le fait aussi. D'autres raisons. Je ne savais pas, tu vois, donc j'apprends aussi beaucoup sur les conciergeries privées. Oui, tout à fait. Donc, non, on suit aussi cette législation qui est existante, en fait, et on doit la suivre. Alors, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, le métier est jeune, donc forcément, il y a aussi beaucoup de dérives, hein, on ne va pas non plus se mentir. Moi, je prône pour justement la professionnalisation de nos métiers en tant que conciergerie, et on doit s'inspirer, d'après moi, de ce qui se fait déjà, que ce soit les agents immobiliers ou les hôteliers. Justement, la fameuse fiche police, c'est quelque chose qui a été inspiré clairement par l'hôtellerie et qui a été demandé par donc nous, on le fait aussi. Donc ça fait partie des choses. Mais c'est pour dire, voilà, effectivement, on peut avoir, par contre, technologiquement, comme tu le disais, comme tu le soulignais, on a des outils qui, eux, pour le coup, ont été fabriqués pour, justement, pile sur mesure. Et donc, en fait, on a moins de friction, en tout cas sur cet aspect-là. Il y a un peu moins de friction. Donc, c'est vrai que pour le coup, on a des outils qui sont un peu plus fluides par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, c'est clair que l'hôtellerie a aussi quand même des contraintes, clairement, qu'on n'a pas, et qui peuvent interroger. Il ne faut pas non plus se mentir, ça interroge clairement. Quoi, je veux dire. Tout à fait. Et justement, pour parler justement de cette maturité et de cette, alors peut-être de cette standardisation qui est un peu plus présente dans l'hôtellerie. Alors quand je dis standardisation, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est quelque chose de positif. Justement, pour parler un peu de formation des équipes,
dans un hôtel, toutes les équipes, alors je vais parler par exemple du ménage, quand même, le truc le plus, qui nous paraît qui nous vient à l'idée le plus rapidement quand on parle de ça, mais les équipes sont formées de manière très homogène, très standardisée, et je le dis de manière positive. Là où dans des conciergeries, on est quand même plus. Alors moi, je parle de patchwork de prestataires. Hein. On a X prestataires qui vont intervenir pour nous à différents endroits en plus. Et donc, forcément, on essaye de les former, mais la réalité, c'est que la formation est quand même différente. Elle est quand même faite de manière différente. Les prestataires avec des compétences aussi un peu différentes. Oui. Tout ça, au final, ça va jouer. Et on parlait du client, on disait le mettre au centre, en fait. Qui va voir cette différence? C'est finalement, c'est notre voyageur, notre client final. D'après toi, justement, dans ces deux modèles, alors, je ne vais pas te dire lequel est le meilleur, mais quels impacts, d'après toi, ça pourrait avoir d'être justement plus sur une formation un peu normalisée, standardisée, peut-être plus formalisée et homogène, versus justement ce modèle plus patchwork? On en revient à ce que je te disais en début d'épisode sur l'inconstance du service, ce que tu me décris là, avoir du personnel avec différentes entreprises auxquelles j'ai sous-traité, ça crée de l'inconstance et donc ça a un impact sur le parcours client et sur l'expérience finale. Je ne suis pas pour nécessairement tout internaliser, même si dans les hôtels, il y a souvent ce sujet. Hein. Est-ce que j'internalise mon service housekeeping, mon service des étages, ou est-ce que je l'externalise? Est-ce que je l'hybride? C'est-à-dire que je vais garder le gouvernant ou la gouvernante générale, mais par contre, je vais externaliser le personnel de nettoyage à une entreprise extérieure. On peut le faire pour un service traiteur, on peut le faire pour un service technique ou informatique. Donc, ça se fait aussi dans l'hôtellerie de plus en plus. C'était moins le cas avant. Mais c'est sûr que c'est une des grandes forces dans l'hôtellerie-restauration, c'est qu'on forme notre personnel à nos process et donc on maintient ce niveau de qualité. Maintenant, et je suis très critique vis-à-vis de mon métier et de mon secteur, il y a encore une grande faiblesse là-dessus. On n'est pas au niveau auquel on a pu être aussi en termes de formation parce que nos métiers souffrent d'un très grand turnover. Donc, plus tu as de rotation de personnel, plus c'est difficile de maintenir tout le monde au niveau. Les nouveaux collaborateurs sont mal accueillis, mal onboardés, donc pas au niveau. Donc, ça se dégrade sur la qualité client, mais aussi eux se désengagent parce qu'ils sont mal accueillis. Tu as un petit peu cette spirale infernale. Et dans l'hôtellerie-restauration, on souffre quand même de plusieurs centaines de milliers de postes vacants actuellement en France. Donc ça, ce sont des vrais freins à notre développement. Et je pense, derrière tout ça, que déjà, le recrutement, c'est-à-dire le choix des bonnes personnes. Quand je dis bonnes personnes, c'est pas juste des personnes très compétentes. On adorerait tous avoir des personnes très compétentes qui cochent toutes les cases, mais des personnes qui ont envie de faire ça, qui aiment faire ça. Je reviens sur cette notion d'aimer le service. Tu vois, aimer faire plaisir à quelqu'un. On commence par ça. Et ensuite, on va former, qu'on va développer en leur donnant des gestes techniques, les fameux standards dont tu parlais tout à l'heure. Tout le monde, je pense, dans nos métiers, est capable d'apprendre des standards. Moi, j'aime bien dire, hein, très humblement, on ne fait pas décoller des fusées, en fait, dans les métiers d'accueil. Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur au degré près. Par contre, si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu n'as pas envie de faire plaisir, te développer, tu passes complètement à côté de ce métier et va faire autre chose. Ouais, clairement. Et je pense aussi que c'est des métiers qui sont. On parlait d'être sous-cotés tout à l'heure, hein, au début. Je pense que c'est des métiers qui sont sous-cotés, peu reconnus, malheureusement. Et pourtant qui sont le basique de nos métiers, quoi. Je veux dire, si on n'a pas d'équipe de nettoyage ou qui ne sont pas compétents ou qui n'ont pas envie de faire ça. Évidemment, et aujourd'hui, dans l'échelle sociale de notre fonctionnement, de notre monde, on valorise plus quelqu'un qui appuie sur un clavier et qui fait parler des algorithmes et qui fait de la finance derrière que quelqu'un qui prend un balai de toilette et qui va s'assurer que les toilettes des clients soient propres. Et pourtant, il me semble que dans l'ordre des priorités, en tout cas pour moi, l'un est plus important que l'autre, mais on ne valorise pas suffisamment. Et donc, il y a peut-être aussi derrière un sujet, tu vois, d'éducation, de changer la culture qu'on a autour de ça, mais là, on est sur une problématique de fond bien plus longue à modifier. Oui, clairement. Mais ouais, en tout cas, je ne sais pas si je te rassure, parce que ce n'est pas très rassurant, mais c'est vrai que même pour nous, les conciergeries, on a cette problématique de recrutement, alors que ce soit en prestation externe ou interne, pour ceux qui veulent le faire. On a aussi cette problématique qui est assez forte. Bien souvent, ça peut même conditionner parfois le fait de s'étendre géographiquement, quoi. Donc, tu vois,
aller dans des endroits. Nous, c'est vrai que par exemple, les centres-villes, c'est toujours, c'est là où il y a le monde, c'est là où il y a le flux de personnes, donc c'est plus facile de recruter en centre-ville. Et puis dès qu'on passe dans les zones plus rurales, ça commence à être compliqué, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'on le vit aussi de la même manière. Il n'y a pas de réponse universelle, mais voilà, c'est un travail permanent que le recrutement, et notamment sur les équipes de nettoyage, même s'il n'y a pas que ça, mais c'est un recrutement permanent. Ouais. C'est un recrutement permanent. Complètement. Ouais. Alors, je voudrais passer à la question suivante. Tu nous disais justement tout à l'heure que tu as démarré démarré, en tout cas que tu as eu aussi une partie de ton parcours en tant que revenu manager. Alors moi, c'est un sujet que j'aime bien parce que c'est pour une conciergerie une des clés de la réussite, justement, que de travailler avec un revenu manager, à mon sens. Et justement, la question que j'avais un peu en tête, une différence entre un hôtel, justement, et une conciergerie, c'est que l'hôtel va justement raisonner en revenu par chambre. Donc là, ça doit te parler. Là où la conciergerie, elle va peut-être plus regarder en revenu par propriétaire. Donc là, il y a une petite subtilité entre les deux, puisque du coup, un propriétaire peut être propriétaire de X logements ou X chambres, qui d'ailleurs, géographiquement, peut-être même pas dans les mêmes villes. Donc voilà, du coup, cette différence d'approche, justement, toi qui étais un petit peu dans ce métier-là, elle a aussi peut-être un impact sur l'expérience client, sur la relation avec les clients. Qu'est-ce que tu en penses, justement? Alors, je ne connaissais pas ce terme de revenu par propriétaire. Je t'avoue qu'à chaud, il me paraît un peu étrange. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à raisonner par revenu par appartement, par bien plutôt que par propriétaire. Presque, je m'en fiche de dans quelle poche ça va derrière. Est-ce que c'est le propriétaire ou X ou Y? Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de rentabiliser le bien 1, le bien 2, le bien 3. Et si ces 3 biens-là sont correctement rentabilisés avec le bon ratio occupation et prix moyen, derrière, le propriétaire va en être satisfait. Mais moi, si je suis propriétaire, encore une fois, je te donne la chose ce que je ressens, je vais pas juste regarder l'enveloppe globale de ce que tu me ramènes en tant que conciergerie, mais je vais mon bien 2, pourquoi est-ce qu'il est qu'à 60 d'occupation et que le prix là, il est beaucoup plus élevé que le bien 1 alors que fondamentalement, c'est les mêmes biens, tu vois, ils sont équivalents. Donc je trouve ça assez étrange de parler en revenu par propriétaire. Pour moi, on devrait parler, voilà, par chambre et même si on va aller plus loin et ça répondra à ce qu'on se disait tout à l'heure de se poser la question de qui on sert et qui on met au centre, se pose la question de revenu par client. Combien nous rapporte chaque client, tu vois? Chaque séjour client, ça me rapporte combien? C'est quoi la valeur d'un client? Et ça me permet vraiment de me dire, en fait, combien est-ce que cette personne me rapporte? Combien est-ce que je dépense? C'est quoi ma marge derrière? Et à mon avis, il y a un vrai travail, en tout cas une vraie dynamique à aller chercher derrière tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que quand je disais revenu par chambre, alors nous, c'est vrai qu'on ne raisonne pas par chambre, on raisonne par bien, en fait. Mais je voulais essayer de garder le parallèle. Mais en effet, le propriétaire, en effet, tu as raison, il va regarder son global, ça c'est évident, mais il va aussi après regarder bien par bien. Et nous, on est là justement pour l'accompagner, pour l'expliquer. Le bien 1, il rapporte autant, le bien 2, c'est tant, etc. Et on va lui donner cette vision. Et après, on lui donne effectivement, moi j'aime bien en tout cas donner une vision concaténée, synthétique de tout ça, même si après il a évidemment tous les détails. Parce que justement, j'ai envie de servir mon client, qui est le propriétaire aussi, là pour le coup. J'ai envie de lui donner vraiment toutes les informations qui lui permettent de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que c'est une réussite ou non, parce que la rentabilité est l'un des critères de réussite. Est-ce que c'est une réussite, oui ou non? Et peut-être, on peut même aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a des arbitrages sur certains biens à faire? Est-ce qu'il veut les revendre? Est-ce qu'il veut les exploiter autrement? Enfin bref, du coup, on va être là pour l'accompagner au maximum sur ces aspects-là. Alors là, je viens de changer le client étant mon propriétaire là, quand je dis ça. Mais voilà, c'est typiquement effectivement la vision qu'on a. Alors, je ne l'ai peut-être pas bien formulé au début, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Et par contre, en effet, ta remarque, elle est pertinente de dire finalement combien je gagne par voyageur. Finalement, effectivement, je trouve ça pertinent parce qu'on a tendance, et moi le premier, à globaliser, à synthétiser, et peut-être qu'on oublie peut-être un peu la base. Peut-être. En tout cas, il me semble que ça permet de mieux comprendre par voyageur et de sous-segmenter la partie hébergement, plus les upsells dont tu parlais tout à l'heure, quand on a vendu tel ou tel service. Qu'est-ce qui nous rapporte tant? D'essayer de comprendre aussi sur la saisonnalité. Peut-être que mon mix client qui va venir pendant juillet-août,
va avoir tendance à consommer plus d'extra et plus d'upsell qu'une clientèle qui va venir pendant janvier-février, qui veut quelque chose de plus basique, ou peut-être juste qu'il n'y a pas les mêmes services qui sont ouverts en fonction de la saison aussi de l'année. Et donc, je pense que voilà, il y a plein de choses à aller creuser et comprendre derrière. Et en tout cas, moi, si je faisais du revenu management dans ce secteur, c'est probablement par cet aspect-là que j'irais le chercher. Ouais, ok, intéressant, intéressant. Alors, pour revenir un petit peu peut-être sur la partie excellence, comme je te le disais au début, les conciergeries sont de plus en plus professionnalisées. Ce podcast est aussi là pour ça. En tout cas, l'idée, c'est de les pousser à être plus professionnelles. Elles vont de plus en plus vers des produits haut de gamme, avec des services haut de gamme. Les hôteliers, évidemment, ont l'habitude de ces niveaux et de ces gammes grâce aux étoiles, là, notamment. Si tu devais donner peut-être 3 conseils, 3 idées, alors d'hôteliers, je ne sais pas, qui pourraient s'appliquer à des conciergeries potentiellement, mais comment on atteindrait ce niveau 5 étoiles en tant que conciergerie Ouais. des types d'hôteliers, quoi. Je dirais que d'abord, faut se poser la question de est-ce qu'on veut vraiment l'atteindre? Par vouloir, tout le monde veut, mais tu vois, comme tout le monde a envie d'être riche, mais vraiment, est-ce qu'on est prêt à se donner les moyens? Parce qu'atteindre un niveau 5 étoiles, en fait, ça coûte cher. C'est pas forcément le plus rentable, contrairement à ce qu'on s'imagine. Donc c'est extrêmement coûteux en ressources, bien sûr financières, mais aussi humaines et l'énergie. Je te parlais de cette dynamique d'excellence qui implique de l'exigence, de l'engagement au quotidien. Donc je pense qu'il faut d'abord se poser cette question-là. Tout le monde aime dire moi je fais du 5 étoiles. Tout le monde ne le fait pas réellement parce qu'en fait, c'est extrêmement coûteux dans toutes les ressources que je viens de te citer. Maintenant, sur quelques points conseils, je dirais d'abord peut-être essayer de comprendre les besoins et les attentes de sa clientèle spécifiquement. J'imagine que la conciergerie A n'a pas les mêmes besoins clientèle que la conciergerie B en fonction du secteur, de la périodicité, du positionnement dont on parlait tout à l'heure. Identifier, tu vois, ses forces. Est-ce que c'est le personnel, l'expertise de ce même personnel, la diversité des biens? Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment ce secteur pour voir les différents leviers, mais en tout cas, identifier quelles sont mes forces à moi dans ma conciergerie, qu'est-ce que j'ai à ma disposition par rapport aux attentes de mes clients, et ensuite proposer un accompagnement, une offre de service qui soit différenciante par rapport à un mes besoins et deux mes forces. Et pas essayer d'aller inventer un énième truc, une énième technologie qui, soi-disant, me rendrait meilleur. Partir juste des fondamentaux. Qui sont mes clients? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quels sont leurs besoins? Et moi, qu'est-ce que je sais faire? Donc, où est-ce que je peux être encore meilleur? Et en fonction, proposer mon accompagnement, mon service différenciant pour essayer d'aller satisfaire ses clients. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, derrière la satisfaction, il y a un sujet de fidélisation et donc de rentabilité. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est un sujet un peu je ne sais pas qu'il est compliqué. C'est que parfois aussi, j'ai le sentiment comme tu le dis, on veut faire du 5 étoiles, du haut de gamme, etc. Est-ce que la zone dans laquelle on est porteuse? Est-ce qu'il y a ce besoin-là? Et c'est une grosse erreur. C'est le syndrome de l'objet brillant. Tu sais, en 5 étoiles, on le retrouve énormément. Des propriétaires qui achètent des 5 étoiles parce qu'ils veulent se la péter auprès des copains, dire moi j'ai un 5 étoiles. Mais en fait, le 5 étoiles, c'est rarement rentable pour des raisons que je pense sont évidentes à travers tout ce que j'ai dit, mais les coûts sont faramineux, les coûts de personnel. Et je ne te parle pas du palace où là, c'est encore pire, où tu as des ratios de plusieurs employés par chambre. Donc, il faut imaginer le prix de vente de l'autre côté, ce qu'il faut facturer au client pour être rentable. Donc, de la même manière, si tu veux faire un service exceptionnel dans une conciergerie comme dans n'importe quel milieu de service, tu vas avoir besoin de plus de personnel ou du personnel mieux formé. Qui dit personnel mieux formé, plus compétent, dit souvent plus cher parce que tu vas le payer plus cher. Alors, tu me diras, ça coûte toujours moins cher que des personnes mal formées et qui te font des erreurs, mais toujours est-il que ça a un vrai coût. Et est-ce que derrière, je m'y retrouve par rapport au prix de vente? Non, il vaut mieux peut-être faire si on reprend mes catégories d'hôtels, un bon 2 étoiles ou un bon 3 étoiles, qui sont souvent très, très, très rentables, avec un service minimum, mais qui répond aux attentes de mes clients. Je le fais bien. Derrière, j'ai des clients qui sont satisfaits et qui reviennent parce qu'en fait, c'était ce qu'ils attendaient. Et eux, ils payaient pour un 2 étoiles, pas pour un 5. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci pour la réponse. Du coup, pour rester justement sur cette excellence-là, on parlait justement tout à l'heure tu parlais de la constance de la performance.
Alors du coup, c'est quoi un petit peu les tips des hôteliers pour former son personnel justement à cette excellence, à ce niveau d'excellence euh, et j'imagine sans les noyer dans des procédures beaucoup trop lourdes qu'ils n'arriveraient jamais à appliquer en fait. Ouais. Alors, on a évoqué ce terme tout à l'heure de formation continue. En tout cas, on parlait de moi, mon parcours, il est applicable aussi pour les équipes, d'être dans une dynamique de formation continue. C'est pas l'équipe arrive, enfin, le nouveau collaborateur arrive, on lui remet un livret et il a lu le livret, il sait tout faire. On s'améliore au quotidien, on accompagne avec du management, on contrôle, on corrige et en fait, on offre un cadre donc qui permet de savoir quelles sont les limites et où est-ce que les collaborateurs peuvent aller. Donc le cadre, il est plutôt strict. Par contre, au milieu de ce cadre-là, les personnes peuvent aussi s'épanouir, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a de l'humain, que ces humains, et notamment avec des nouvelles générations, c'est encore plus marqué qu'avant, ont aussi des attentes. Donc là, on parle bien de collaborateurs, hein, pas de clients. Et si on veut que eux sachent et aient envie de se donner à fond pour faire plaisir à leurs clients, il faut leur offrir un cadre dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Donc je t'offre des conditions de travail qui soient satisfaisantes, le moyen de t'épanouir et de te développer. Je te forme, je te fais évoluer en tant que personne, si tu le souhaites évidemment. Hem et derrière, eh bien, toi, tu vas t'occuper de mes clients, et tu vas en prendre soin tout au long, de l'année parce qu'en fait, ça te fait plaisir et que, toi, tu t'épanouis là où tu es. Ok, ok. Ouais, c'est vrai qu'on a, comme je parlais tout à l'heure du patchwork de prestataires, etc. C'est vrai qu'on a un petit peu la double problématique de se dire, on a des prestataires de niveaux complètement différents parce que c'est des prestataires d'entreprises différentes. Et en plus géographiquement à des endroits un peu différents. Et en plus, effectivement, on veut, pour ceux qui veulent justement aller vers du haut de gamme et de l'excellence, c'est vrai que réussir à les former de manière homogène et dans des trucs suffisamment souples, suffisamment agiles pour s'épanouir, pour être efficace malgré tout. Enfin, c'est une combinaison qui est pas Ouais. facile à trouver, je trouve. Et on est confronté finalement Mais même d'ailleurs, aux hôteliers. dans ce que tu dis par rapport aux prestataires, on retrouve cette notion, de cadre exigeant, un cadre strict dans lequel on peut s'épanouir. Tu peux pas tout imposer à tes prestataires. Par contre, tu peux avoir un niveau d'exigence. En fait, moi, derrière, j'ai des clients, qui viennent dans ma conciergerie, qui ont ce niveau-là d'attente. Donc si tu veux, toi, prestataire, travailler avec moi, voilà ce que j'attends. J'attends d'avoir un personnel avec le minimum de rotation parce que j'ai besoin d'avoir des visages communs pour mes clients, aussi bien pour leur sécurité, si ça impacte leur sécurité, que la qualité de service. J'ai besoin d'avoir un interlocuteur privilégié au sein de ton entreprise à toi, prestataire, pour moi, conciergerie, pour pouvoir m'aider, pour pouvoir gagner du temps, pas qu'il y ait de friction, qu'on se connaisse. Et pourquoi pas, eh bien, je peux te former à, moi, l'ADN de ma conciergerie, te donner des guidelines, tu vois, donc euh, aussi bien des process que du contenu pour que toi et tes collaborateurs, eh bien, soyez au niveau de ce que moi j'attends en tant que conciergerie. Et donc je pense que évidemment, j'ai conscience que dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile que dans la théorie, mais en tout cas d'avoir ce niveau-là, d'exigence aussi bien avec ses collaborateurs dans sa conciergerie que ses prestataires et les collaborateurs des prestataires. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une des clés, je pense aussi, ouais, effectivement, d'avoir un cahier des charges qui soit déjà prêt quand on veut Ouais. recruter ses prestataires. Euh, et puis s'y tenir et améliorer aussi les choses. On revient sur l'amélioration continue. Ça fait partie d'éléments. Moi, je sais que je mets ça dans mon cahier des charges. Il faut que l'amélioration continue soit présente auprès de mes prestataires aussi. Bien sûr. Et après, il y a des moyens de contrôle, etc. pour tout ça, mais en effet, de mettre tout ça en place. Euh, alors, peut-être parler d'un point justement qui est pas hyper sympa, mais malgré tout, ça finira toujours par arriver. Malgré tous les efforts, on peut être en litige avec un de nos voyageurs Oui. parce qu'il y a des choses qui ne lui auront pas convenu dans son séjour et dans son expérience. Alors, sans prendre forcément d'exemple très concret là tout de suite, mais euh, tu dirais que c'est quoi pour toi la meilleure façon justement de gérer un litige avec un client sans finalement égratigner non plus trop notre image globale et je dirais même Mmh. de redorer le blason en fait même je dirais. Bien sûr. Déjà, tout simplement de prendre le taureau par les cornes, hein, de ne pas éviter d'être alors affrontement, ça fait un peu guerrier, mais en tout cas, de se mettre face à ses responsabilités. À à tort ou à raison, c'est-à-dire que parfois ce sera justifié, d'autres fois non, mais en fait, il ne s'agit pas, d'être un juge de paix, de dire, le client a tort ou raison. Il s'agit de comprendre qu'un
un client qui vient avec une réclamation, c'est un client qui vient avec une frustration. Et donc, il s'agit d'accueillir cette frustration, de comprendre. Déjà, moi, j'aime bien les clients qui viennent réclamer, parce que souvent, ce sont des clients qui nous disent les choses et qui nous permettent de progresser. Si on est dans cette dynamique dont on parlait tout à l'heure d'amélioration continue, ben, on aime ça. Avoir des réclamations, c'est du contenu, c'est un vrai levier qui va me permettre de progresser. En tout cas, je préfère ça plutôt qu'un client qui part sans rien me dire et qui derrière m'allume sur les réseaux sociaux. S'il m'a allumé, c'est trop tard, je ne peux plus rien faire et je peux juste essayer de boucher un petit peu les trous pour les futurs clients voyageurs que je vais accueillir. Donc, accueillir un petit peu à bras ouverts, hein, ça paraît contre-intuitif. La réclamation, après, bon, je fais des formations sur plusieurs jours de gestion de réclamation. On va essayer de synthétiser en quelques phrases, mais donc commencer par ça et être dans une posture aussi ouverte. C'est-à-dire que si quand moi, client, je viens de voir et que toi, tu es raffermé ou au téléphone et que clairement, tu n'as pas envie de m'écouter, eh bien, moi, client, je suis mal à l'aise, frustré. Alors que si au contraire, tu fais preuve d'empathie, d'écoute active, que tu me montres, que tu partages mon ressenti, même si tu as pas les solutions, parce que parfois on les a pas toujours à disposition, que tu partages un petit peu ma souffrance, bah, déjà ça va beaucoup me soulager. Et après, amener de la technicité, hein, de la maîtrise de quels sont les leviers à ma disposition pour pouvoir t'apporter à toi client, une, satisfaction. Parfois, il y a des choses à mettre en place, parfois des simples excuses, vont suffire et faire le suivi derrière pour s'assurer que le client soit le plus, satisfait possible par la suite et pas juste s'arrêter à la gestion de la réclamation, mais d'aller chercher après, le lendemain, sur le lendemain, un coup de téléphone, un email, voir si le client a eu, pleine satisfaction parce qu'on est sur des relations humaines et le client qui était fâché hier, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus, détendu, peut-être qu'il m'a pardonné, peut-être qu'au contraire, c'est pas du tout passé et qu'il va falloir faire un supplément d'attention. Donc un petit peu le prendre, voilà, comme, un exercice, un challenge et comprendre que derrière, il y a un formidable levier d'amélioration et de satisfaction du client. Ouais, tout à fait. Les litiges, c'est les trucs qui font, qui touchent le plus l'ego des conciergeries. Ouais, Euh, et d'ailleurs, je pense qu'il faut justement sortir de ça, en fait. Euh, Évidemment que c'est frustrant, c'est embêtant, c'est blessant, parce que comme tu le dis, on nous remet face à nos erreurs. bien sûr. Euh, Moi, et, j'ai eu à gérer beaucoup de réclamations, dans ma carrière, hein, et je le disais souvent, c'est pas moi qu'on insulte, c'est mon costume. C'est-à-dire, c'est le rôle que j'occupe. À ce moment-là, ça gêne le client, mais c'est pas moi en tant que Maxime, en tant que personne, et si cette personne, elle en veut à Maxime en tant que personne, elle est probablement très bête et tant pis pour elle. Ça m'empêchera pas de dormir, donc essayer de se décrocher de ça et d'avoir ce focus sur la qualité de l'expérience et essayer de trouver des solutions et avancer côte à côte avec son client et pas face à face, tu vois? Il y a encore une notion de posture. Quand je suis côte à côte, on regarde dans la même direction. Quand je suis face à face, on s'affronte, on s'oppose. Hem Et oui, comprendre que, la personne en face, il ne s'agit pas, une fois encore, d'avoir tort ou raison, mais elle arrive avec une frustration. Est-ce que j'ai tort, elle a raison ou inversement? On s'en fiche complètement, on va juste essayer de trouver une solution et lui comme moi, mon client et moi, on en sortira gagnant si j'arrive à m'extraire un petit peu de ce point, d'ego et ouais, pas rester englué là-dedans. Sinon, ça finit en guerre froide. ouais, tout à fait. Euh, Écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à tout ça. Ce que je propose, comme le temps passe assez vite, c'est de passer à la dernière partie justement de ce talk show. On va passer sur le quiz. Le quiz, pour ceux qui nous suivent et qui découvriraient, donc c'est une séquence de questions assez courtes avec, qui amènent des réponses plutôt courtes aussi. On va le faire un petit peu en deux temps. La première salve de questions, ce sera des questions sur lesquelles tu pourras nous répondre sur pour ou contre. Alors évidemment, tu auras le droit de justifier un petit peu, évidemment. Et la deuxième salve, tu pourras t'exprimer un peu plus librement. Est-ce que tu es prêt, Maxime, du coup, pour cette dernière ligne droite dans le podcast? Allons-y pour le quiz. Allez, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais check-in 100% autonome, pour ou contre? Alors pour, si j'ai le choix, j'aime bien pouvoir, le choisir et aussi par rapport au prix que je paye. À partir d'un certain niveau de prix et service attendu, je n'accepterai pas un check-in uniquement autonome. D'accord. L'uniforme pour le personnel, ça se fait beaucoup en hôtellerie. Est-ce que tu penses que Ouais. ça s'adapte pour les conciergeries locatives? Ça se fait beaucoup en hôtellerie, mais même l'hôtellerie et parfois 5 étoiles, quitte l'uniforme. Alors quitte l'uniforme traditionnel, pour autant il y a des codes vestimentaires qui sont, imposés et je pense qu'en conciergerie, on peut retrouver la même chose.
On n'est pas obligé d'avoir un uniforme parce que ça rend tout le monde uniforme et on n'a pas tous la même forme, mais d'avoir des codes vestimentaires à respecter dans notre entreprise. Moi, c'est ce que j'appelle le vêtement d'image, hein. C'est une tenue qui reflète l'image de l'entreprise. C'est un vrai outil de communication. Donc, par exemple, imposer la cravate, logotée ou pas, ou alors imposer des chaussures noires cirées pour ces messieurs et telle autre tenue pour ces dames. Je trouve que c'est très pertinent, ça renvoie une image au client et ça lui permet aussi d'identifier qu'il est face à du personnel. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a cet enjeu d'image et enfin, ouais, de marque. Moi, je pense que c'est hyper important de mettre en avant notre marque et la qualité du service qu'on va offrir et qu'elle soit bien identifiée. Ouais, je Bien suis sûr. d'accord. Euh, Offrir un cadeau d'arrivée à tous les voyageurs, pour ou contre? J'ai une idée de Pour, ta réponse. pour évidemment, à partir du moment où on est dans de la qualité de service, alors ça peut être un simple cadeau, si possible local, tu vois, qui raconte aussi une histoire. On n'a pas parlé de storytelling, mais je pense que c'est essentiel de raconter, je sais pas, est-ce que si on est dans la région grenobloise, dont je suis originaire, un bonbon chartreuse, dans la région bordelaise où je vis, un cannelé, tu vois, et raconter l'histoire avec un petit mot, c'est sympa. Et je vais même plus loin, si possible, un cadeau personnalisé. Alors, on ne pourra pas le faire pour tous les voyageurs, mais là encore, un certain niveau de conciergerie et de prix payé. Un cadeau personnalisé parce qu'on sait que madame, monsieur viennent pour leur anniversaire de mariage, c'est tout de suite beaucoup plus sympa que le simple cannelé ou bonbon à la chartreuse, sans rien à côté. Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, alors justement, un point, je disais tout à l'heure, standardiser, c'est pas forcément un gros mot, et moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Est-ce que tu penses justement que standardiser des logements, alors là, je fais un petit peu le parallèle avec l'hôtellerie, où il y a aussi pas mal de standardisation, mais est-ce que standardiser tous les logements avec, par exemple, une même literie unique dans chaque Ouais. logement, est-ce que tu serais plutôt pour ou plutôt contre pour le Bah, cadre du logement? là, c'est un petit peu différent parce que pour moi, il y a une notion aussi d'efficacité et de simplicité pour les équipes et je rappelle qu'il y a une vraie symétrie, hein. On cherche aussi, à, aller trouver de l'efficacité pour nos collaborateurs et eux qui puissent s'épanouir. Ça devient vite un casse-tête quand toutes les literies sont différentes, quand toutes les tailles de lit sont différentes, avec une façon de plier et cetera. Donc standardiser avec une literie de qualité et après, pourquoi pas, comme ça se fait dans les hôtels, avoir des options supplémentaires, payantes ou pas, ça se discute, type oreiller. Tu vois, on voit beaucoup dans les hôtels, une gamme d'oreillers, offertes ou en supplément pour le client parce qu'il veut un oreiller mémoire de forme, un oreiller avec, des graineries, et cetera, et cetera. Ça demande plus de préparation pour l'hôtelier ou l'accueillant, la conciergerie dans ton cas. En revanche, c'est un supplément de service et donc on le valorise auprès du client. Ok, ça marche. Utiliser la technique du client mystère en location courte durée, est-ce que c'est quelque Ouais. chose qui te semblerait pertinent? Complètement. Moi, je fais beaucoup de clients mystères. Alors plus ça va, plus c'est difficile parce que je prends beaucoup la parole sur les réseaux et je suis souvent, reconnu, mais peu importe. L'idée, c'est quand même d'arriver sans prévenir et de voir un petit peu comment les équipes réagissent. Je trouve que ça se fait très bien. D'ailleurs, le propriétaire ou, des équipes de la conciergerie peuvent le faire. Tous les nouveaux employés ne connaissent pas, les collaborateurs de la conciergerie. Tu vois, on pense tout de suite à faire appel à un cabinet d'audit. Alors moi, je fais ce genre d'audit, mais on peut aussi simplement faire appel à son personnel, et d'aller, dormir dans, ces logements, tester les services pour voir si ça fonctionne. Tu vois? Quand j'étais dans les hôtels, je rentrais dans une chambre, je prenais le téléphone et j'appelais le room service, je faisais une commande room service. Juste pour voir si, il m'appelle par mon nom. Spoiler, s'il m'appelle par mon nom, c'est qu'il y a un problème, enfin, sauf quand je suis dans une chambre occupée client, je veux qu'ils utilisent le nom du client qui doit s'afficher au téléphone. Est-ce qu'ils vont faire de l'upsell et cetera? Tu vois, d'être dans cette dynamique de test, sans arrêt pour, bah, garder les équipes sur le qui-vive et encore une fois, on va aller chercher de l'amélioration continue derrière. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Copier les standards hôteliers à 100% dans une conciergerie. Surtout pas. On n'est pas on a des points communs, je pense qu'on l'a vu, ensemble, au fur et à mesure de cette discussion, mais on n'est pas tout à fait pareil, donc s'inspirer oui, copier surtout pas, ce serait une erreur. Il y a pas les mêmes moyens dans la conciergerie, il y a pas les mêmes leviers, donc je pense qu'il faut pas tomber dans ce piège-là. Ouais, tout à fait. Et d'une manière plus générale, même d'ailleurs, je dis toujours que copier la conciergerie d'à côté, c'est souvent une erreur. Euh, on peut s'inspirer des bonnes pratiques, et ça, par contre, je milite pour le faire. Mais je suis d'accord avec toi que le copier vraiment à 100%, c'est même dans
dans la vision qu'on a de son business et tout ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez négatif, quoi. Ouais, absolument. Alors voilà pour les pour ou contre. La deuxième partie de ce quiz, tu pourras du coup plus nous répondre de manière un petit peu plus longue si tu le souhaites. Alors, une question que je pose beaucoup aux conciergeries, tu seras peut-être un petit poil moins sensible, et encore que peut-être que tu vas pouvoir nous donner une réponse, je suis sûr, très pertinente. Plutôt Booking ou plutôt Airbnb? Tu me demandes de choisir entre la peste ou le choléra. C'est pas facile. Les deux, mon capitaine, je le dis avec beaucoup d'humour. Beaucoup d'hôteliers critiquent Booking ou Airbnb. Les deux sont des apporteurs d'affaires et c'est comme ça qu'il faut les voir. Ils nous permettent d'aller distribuer notre produit, nos chambres dans le cas de l'hôtellerie, ailleurs sur un marché auquel on n'aurait pas accès, moyennant une commission qui reste certes élevée, mais faible par rapport au prix qu'on paierait si on devait se payer un commercial. Donc, pour les utiliser comme des apporteurs d'affaires, par contre, une fois que le client il est dans vos murs, ne faites pas l'erreur de le renvoyer vers Booking ou Airbnb ou X prestataires, distributeurs, mais prenez ces clients en direct pour la prochaine fois leur faire une vente directe parce que là, c'est autant de commissions que vous allez pouvoir récupérer en plus. Oui, tout à fait. La fidélisation, c'est une des clés de la réussite, tu l'as dit au début. Alors, quelque chose d'un petit poil plus personnel. Est-ce qu'il y aurait un livre, une ressource ou un mentor qui t'a inspiré dans ton parcours et que tu voudrais nous partager ici? Écoute, avec un seul nom, les 3, que c'est à la fois un livre, une des ressources et un mentor, c'est un grand mot parce que je le connais pas, à mon grand désarroi, mais là, spontanément, je pense à Fabien Olicard, je sais pas si tu le connais, qui est un humoriste, enfin, c'est un mentaliste plus qu'un humoriste. Alors je l'aime pour le côté mentaliste, bien sûr, mais je l'aime surtout pour le côté, vidéo YouTube, vulgarisation sur plein de sujets, très, très informé et j'adore ses livres dont un des plus récents, Mémoire où vous avez le pouvoir. Il fait beaucoup de choses qui sont à la fois développement personnel, mais très pertinentes, où moi, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, travailler sa mémorisation, et notamment quand on fait nos métiers, qu'il faut mémoriser énormément de choses. Il te donne des exercices très actionnables, travailler des choses de palais mental, par exemple. Bon, je ne vais pas détailler, peut-être que certains éditeurs connaissent ça déjà, et puis surtout, c'est très technique. Mais voilà, il fait des choses à la fois simples et parfois très complexes, et il l'explique, donc on peut le suivre aisément sur sa chaîne YouTube, acheter quelques-uns de ses livres. Il a une boutique en ligne aussi. Il a des livres audio. Moi, je l'écoute aussi beaucoup en livre audio. Donc, il y a plein de manières d'aller le consommer. Et puis, on peut le trouver sur aussi plein de podcasts. Donc, voilà. Il n'a pas besoin de moi, mais je lui fais un grand coup de pub. Ok, ça marche. Euh, Quelle est ta potion magique pour réussir au quotidien? Ce qui te renforce? Ah, si, on avait une. Là, on parle donc de moi uniquement plus que du secteur, de ce que je comprends. Mais je dirais la passion dont tu as parlé tout à l'heure. Je pense que ce métier-là, moi que je le fasse à travers l'entrepreneuriat, mais comme mon métier d'hôtelier d'avant, il ne se vit que par la passion. Alors attention, la passion, ça paye pas les factures, et ça n'achète pas la santé non plus, donc ces points, ils sont essentiels. Pour autant, faire un métier de passionné, tu vois? Moi, j'ai pas l'impression de travailler au quotidien, je m'amuse énormément dans ce que je fais. J'ai l'impression aussi d'avoir, une forme d'utilité, tu vois? À travers les contenus que je partage, les gens que je forme, les différentes interventions que je fais. Et donc ça me permet vraiment de m'amuser et ce qui fait que je me vois encore très bien faire ça 5, 10, 20 ou 30 ans. D'accord, ok. Et à l'inverse, c'est quoi ta kryptonite qui t'affaiblit justement? Écoute, je suis pas Superman, donc j'ai pas vraiment ma kryptonite à moi, mais je dirais ce qui m'affaiblit, c'est de pas pouvoir, respecter mon hygiène de vie. Je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé un peu de triathlon, de vélo notamment. Moi, je fais beaucoup de sport, beaucoup notamment depuis que je suis devenu entrepreneur et je pense que ça a été un levier de succès. Puisqu'en fait, quand j'étais, très stressé, très chargé, je préparais, parfois des grosses compétitions de triathlon. Ça m'a aidé à maintenir un rythme, à m'entraîner 5, 7 fois, parfois plus par semaine et tout ça a été un vrai équilibre et en revanche, dès que je m'entraîne plus, je le vois immédiatement sur ma santé mentale, mon niveau de stress, ma fatigue aussi. Tout de suite ça chute, je deviens plus irritable, je suis moins bon dans ce que je fais. Donc c'est vraiment maintenir, voilà, l'hygiène de vie, de manière large, hein. Je mets aussi pas que l'activité sportive, mais le sommeil, l'alimentation là-dedans pour, être le plus performant et sans ça, tout de suite, je deviens très affaibli. Ok, ça marche. On arrive aux deux dernières questions de ce quiz.
qui sont un peu les questions rituelles. Alors la première, tu en as déjà un petit peu parlé pendant ce podcast, mais qu'est-ce que c'est que pour toi le sens de l'hospitalité? Eh bien, il faut écouter déjà tout le podcast pour en avoir, un petit peu l'essence, plus, quelques 140 épisodes chez moi pour mieux le comprendre. Et si je devais le résumer en quelques lignes, je dirais que c'est une hospitalité qui se pratique avec le cœur. On a beaucoup parlé, d'humain, de passion. C'est ça qui se ressent, l'hospitalité, c'est cette notion d'accueillir un autre, hem et de prendre plaisir à ça, aussi bien en tant qu'accueillant qu'accueilli. C'est ça qui fait vraiment la différence et on peut mettre tous les standards, toutes les technologies qu'on veut, tant qu'il y a, ce plaisir partagé de l'accueil, c'est là que réside la notion même d'hospitalité. Ouais, ok, en phase. Et la dernière question pour clôturer, qu'est-ce qu'une conciergerie de rêve selon toi? Waouh! Hem, Difficile, sachant que c'est pas mon environnement de prédilection et que, comme tu le disais, c'est un secteur auquel je me suis peu intéressé avant. Je dirais que c'est une conciergerie qui est proche de ses clients, ses équipes aussi. C'est une conciergerie qui répond, enfin qui comprend d'abord et répond aux besoins, de ses clients, qui sait, donc répondre aux attentes et surtout les dépasser. Tu vois? D'aller chercher, l'effet waouh, d'aller chercher, de la surprise, d'aller au-delà de ce qui est attendu, hein, pas forcément, très au-delà, pas forcément en mettant des gros moyens, mais dans cette dynamique de je vais chercher ce détail d'excellence qui peut faire la différence. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci Maxime d'avoir joué le jeu là sur ce podcast et toutes les questions que je t'ai posées, on a été assez long hein, finalement, mais en tout cas merci à toi en tout cas d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Ça a été vraiment un plaisir de t'accueillir. J'espère que ça a été réciproque. Plaisir partagé, merci Henrik. Eh bien, écoute, merci pour vous qui nous suivez. Bah, n'hésitez pas déjà à liker cette vidéo si ça vous a plu. Surtout, abonnez-vous, ça nous permet justement d'accueillir des invités de marque comme aujourd'hui avec Maxime et d'en recevoir encore d'autres par la suite grâce à votre soutien. Évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour nous poser toutes vos questions. Hein. Maxime et moi-même, on sera ravis de répondre à toutes les questions que vous pourrez nous poser par rapport à l'excellence de service. Et je laisserai évidemment Maxime se prononcer en tant qu'expert sur ce sujet-là. Ça sera avec plaisir. Et puis, on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau talk show. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut Maxime, merci à toi. Salut Henrik, merci.